On y va tranquillement. En route. Eh bien, bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être là. Aujourd'hui, on reçoit Thierry. Vous choisissez s'il a 7 ou 77 ans. C'est son âge, enfin, ouais, comme vous voulez. Je suis très content que Thierry vienne. Pour celles et ceux qui ne savent pas, nous étions encore collègues il y a 7 mois. Et puis Thierry a réussi, enfin, je dirais parti. Euh, c'est ça. C'est enregistré, ouais, mais j'assume tout. Donc voilà, je suis très content que Thierry soit là et il nous vient de Lyon, mais je lui laisserai s'expliquer lui-même. Donc comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, nous filmons plutôt côté écran et nous faisons quelques photos, plutôt du fond. Et donc si vous ne voulez vraiment pas apparaître sur les photos que l'on publie sur les réseaux sociaux, vous nous le dites et on s'arrangera pour vous enlever. Il y a une collation à base de pizza qui est prévue à la fin, qui reste pour manger un peu de pizza avec nous. Merci. Donc merci à nos sponsors DataIQ, puisque grâce à DataIQ, Thierry est là ce soir. Donc merci à eux. Absitop, toujours dans le cœur. Donc profitez du logo parce que bientôt il sera plus là. MAM pour la salle depuis 4 ans, pareil, profitez du logo parce que bientôt il ne sera plus là. Asensi, on espère qu'ils seront encore là. Alors du coup, comme on est en plein Black Friday, on vous propose que pour un sponsor acheté, 2 sponsors offerts. Donc n'hésitez pas. Blague à part, je ne sais pas s'il y a un slide là-dessus, mais non. Donc je préfère. D'accord, ouais, bon, j'en parlerai sinon à la fin, mais on reparlera sponsoring. Voilà. Justement, donc si vous avez des boîtes qui ont envie d'investir dans une société tourangeau qui n'en veut, bah, n'hésitez pas. Petit sponsoring. Il faut savoir que Tadix, pour fonctionner, si vraiment aucune boîte comme DataIQ ne paye les déplacements, c'est à peu près entre 3 000 et 3 500 euros annuels. C'est-à-dire que ça comporte le déplacement, l'hébergement et la pizza que vous mangez après. Dans les cas où la boîte prendrait en charge tous les déplacements, on va être sur du 2 000 euros à peu près annuel, donc ça reste quand même une certaine somme. Donc voilà, si vos boîtes ont envie d'investir entre 500 et 1500 euros ou 1000 euros chez nous, alors pourquoi on dit 500? C'est parce que 500 c'est à peu près 2 events et ça évite de faire de la paperasse pour juste un event d'un sponsoring. Ou plus, hein, s'ils veulent donner plus de 20 000 euros, par contre là ça donne mon compte perso parce qu'en compte en casso on n'a pas le droit, mais je veux bien faire tampon sur mon compte en banque, il n'y a aucun souci. Et la salle, alors pour tout vous dire, on est en train de regarder avec Tours, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un peu pas gratuit. Donc c'est pareil, si vous connaissez des endroits où on pourrait être hébergé gracieusement, c'est avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Tours bientôt? Donc le 9 décembre, on a nos amis du TCC qui font leur afterwork qui je pense est revenu au bar Crafty. Merci. Donc si vous voulez boire et manger à l'œil, c'est là-bas qu'il faut aller. Non, ouais, ok. Tadix, donc on finit l'année avec 2 petits speakers d'une petite boîte, donc Docker, Philippe, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, et Guillaume. Ça va être passionnant. Si vous avez suivi un peu ce qu'ils font régulièrement, en ce moment, Philippe est très branché small model IA, Guillaume est quand même fortement impliqué dans la partie Docker Compose, et donc ils ont mixé tout ça, ils font un super truc autour d'un jeu de rôle généré, utilisé par IA. C'est vraiment super bien. Et surtout, c'est tout niveau, donc il ne faut pas être expert. Il n'y a pas de bullshit, hein, vous connaissez, je pense, le franc-parler des deux. Donc venez, ça sera une super occasion de terminer la saison calendar de Tadix. Le 16 décembre, toujours à Tadix, donc on fait 2 Tadix en même temps. On aura donc le 6 janvier. Il n'écoute pas. Je lui ai dit en mettant la slide, il m'a pas écouté. C'est ça. Je lui ai dit, mais vous faites deux speakers le même soir. Il me dit non, non. Bienvenue, allez-y, c'est juste moi qui parle, c'est pas important. Le 6 janvier, si je me souviens bien, c'est mardi 6 janvier, on a donc 2 tourangeaux, on est très contents parce qu'on peine à avoir des tourangeaux, Lilian et Yann Thomas, qui viennent nous donner leur talk sur Gitflow, qu'ils ont peaufiné, Git Butler, qu'ils ont peaufiné. Donc venez, on ne sait pas encore où, mais on espère qu'on aura une salle. Et puis, Tourentech, nos copains de Tourentech, donc vous avez peut-être suivi, le CFP vient de clore, donc le programme arrivera certainement fin d'année, début d'année prochaine. Les places sont déjà en vente, je pense que les early sont complètement closes. Alors, les early sont complètement closes et vous avez bien des places. Voilà. Et le programme sera disponible mi-décembre. Mi-décembre, quelle pression, c'est pas, je dis pas ça parce qu'avec
Thierry, on a soumis, mais quand même. On aimerait savoir. Quand même, on aimerait savoir. Encore une fois, faites-en aussi la promo dans vos boîtes. C'est vraiment pas cher pour 2 jours de conf et c'est avec des top speakers, donc il faut y aller. Et petite nouveauté, enfin petite nouveauté, non, petite information pour ce soir, on va mettre en jeu une place pour Tour Tech. Donc je ferai un petit tirage au sort sur la fin avec vos noms pour celles et ceux qui veulent participer. Alors arrangez-vous quand même de gagner en étant disponible le 12 et 13 février, sinon c'est un peu con. Mais voilà, donc on fera ça à peu près à la fin du talk, tranquillement. On s'inscrit, on fait tirage au sort et vous gagnez une place grâce au monsieur qui est là. Merci, merci encore. Nous, rapidement, je pense qu'on se connaît quasiment tous, mais si vous ne connaissez pas, donc Fanny, la présidente et CMO de Tadix. Voilà. Moi, je suis co-créateur et je suis côté plutôt trésorier. Voilà, moi j'ai la carte. Grand merci à Roxane Chanpao qui nous a fait tout l'habillage visuel parce que du coup on maîtrise beaucoup moins bien Paint qu'elle. Et si vous voulez nous contacter, on est sur X, mais on est surtout sur Blue Sky. Il faut qu'on le rajoute. Mail, site, on a aussi un CFP. Bref, je te passe la main, Thierry. Et je vais juste faire un petit pause, machin, tout ça. Et puis voilà. Fais tes raccordements de micro, tout ça. Moi j'adore ce que vous faites, mais il faudrait que T'as faim, quoi? Thierry, Tu peux y aller. Voilà, je sais toujours pas dessiner, mais je sais utiliser un petit peu la GenAI à force. C'est comme j'ai un peu rejoint une société qui fait un petit peu des sujets autour de ça, c'est pour le travail. C'est important j'adore les pandas. Et on est pas mal à Tours. Ça pourrait être une raison de déménager à Tours, parce qu'il y a quand même un des endroits où il y a les plus beaux pandas de France, peut-être d'Europe. Pas tous, pas tous. Il faut suivre. Si tu veux, on en parlera tout à l'heure. Je te donnerai les noms, tout ça, on verra. Donc, eh bien, je suis ravi de venir vous parler. Alors, le sujet, j'ai appelé ça apprendre à coder ou comment s'amuser. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et de 7 à 77 ans, vous allez vite comprendre pourquoi c'est faux et c'est vrai en même temps. On parlera de tout ça, mais surtout, merci. J'aime toujours autant les pandas. Merci de vous être déplacés. Donc, merci aussi à Tadix de m'avoir invité, c'est toujours agréable. Sachez que je ne sais pas pourquoi, mais avec les années, moi j'aime bien la ville de Tours en fait. J'ai un peu surpris le contrôleur en sortant une carte avec des tickets fil bleu et tout ça. Il me disait pour le TER ça marchait, mais vous n'êtes pas d'ici, c'est dommage. Et je suis bah oui, mais c'est bon, alors c'est bon, j'y vais. Donc voilà, j'ai un peu adopté Tours, alors j'espère que Tours m'adoptera. Et puis merci aussi au passage à Dataiku. Donc je travaille chez Dataiku où je suis développeur advocate. Donc depuis février, donc c'est quand même pas si vieux que ça. D'habitude, je passe pas trop de temps, mais comme là, il y a des choses en lien avec le sujet, on va quand même prendre 2 secondes. Le petit logo en haut, c'est parce que je fais une émission sur Twitch le lundi, généralement. J'essaye de faire tous les lundis, mais des fois, bon, on peut pas. C'est né pendant le confinement, hein. Moi, c'était ma façon de ne pas exploser en vol. Je faisais des actualités tech, ça s'appelait ConfiNews, parce que j'ai toujours un sens du marketing et des termes. Et puis après, j'ai appelé ça calme parce que c'est comme à la maison. Voilà. J'ai bientôt faire la 200e d'ailleurs. Et surtout, le rapport avec tout ça, c'est que pendant que je donne des news, que je fais des exemples de code, des choses comme ça, j'ai souvent présenté les outils et les plateformes que je vais vous montrer. Je n'ai pas repéré tous les numéros, mais je pense que j'en ai parlé au moins une fois dans au moins une des émissions, parce que ça me passionne, bien au-delà de ce qui pourrait être lié à une activité professionnelle. J'aurais rêvé être enseignant, ça ne s'est pas fait, donc je le fais par d'autres moyens. Ça a un lien direct aussi avec Mixteam, qui est une association qui organise des ateliers pour faire découvrir aux enfants le monde numérique. Le monde numérique, il n'y a pas que le code. Moi, j'aime bien ce côté-là, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi leur faire des choses sans ordinateur, leur faire comprendre plein de principes de ce qui les entoure. Parce que digital native, c'est un mot qui ne veut rien dire. Prouvez-moi le contraire, je vous attends. Et ensuite, un petit logo aussi tout récent, c'est l'AFPI. J'ai rejoint à la PyCon pendant leur AG, j'ai rejoint le comité directeur de l'AFPI. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais pouvoir faire parce que je découvre le fonctionnement interne de l'équipe. Je vais sûrement donner un petit coup de main côté trésorerie, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu des activités qui rejoignent ce petit secteur éducatif. Et cette année, avec Mixteam, on a fait un atelier avec eux, donc ça sera peut-être l'occasion de lancer quelque chose à cette échelle-là. Et surtout, n'hésitez pas, choper. Alors, si vous retenez Titimobi, je suis assez serein pour dire que dans un jeu, sur le réseau social, n'importe où, je pense que si vous voyez Titimobi, il y a des chances que ce soit moi quand même.
Je me suis longtemps battu avec juste Moby, mais il y avait un peu trop de concurrence en France dans les années 90, si vous avez été sur la scène des Demo Makers. Il y avait un mec beaucoup trop doué pour moi sur la musique, donc j'ai lâché l'affaire. Donc comme mon surnom c'était Titi, j'ai rajouté les deux. Voilà. Et puis ça, si vous êtes curieux au sujet de Dataiku, on recrute. Vous pouvez toujours aller y jeter un œil. Et je suis ouvert aux discussions là-dessus après. Alors, quelques petites règles pour le... Non, peut-être pas le Fight Club, le Coding Club, on va dire. La première, c'est la même, hein. Il n'y a pas de règle en fait. C'est-à-dire que on va ce soir voir des plateformes, on va voir des outils. Comme l'a dit Stéphane, moi, ce que j'attends de vous, si vous le voulez bien, c'est des questions quand vous en avez. J'ai beaucoup trop de contenu pour une soirée. Donc, ce qui va se passer, c'est que je verrai. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est un truc qui vous intéressera moins, je passerai au suivant. S'il y a des questions, je prends le temps. Et on verra jusqu'où ça nous amène. On verra bien. C'est la surprise du jour. Je ne détiens pas la vérité. Bon, ça, vous pouvez le prendre pour vous. D'une manière générale, ça ne fait pas de mal de vous le dire de temps en temps. Je vais vous montrer ce qui sont les outils tels que je les vois et l'opinion que j'en ai. Après, ça reste personnel et n'hésitez pas. Si vous en connaissez certains, je suis preneur de vos retours sur ces différents outils. Je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Genre, je vous montre un outil et en fait, derrière, c'est une horrible secte qui finance tout ça. N'hésitez pas à me le dire. Blaguez pas, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas de solution unique et magique, évidemment. Quand on parle d'apprendre à coder, j'aurais dû, le vrai titre, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'apprendre à qui que ce soit de coder, mais c'est au sens large, ce qu'on va appeler le développement logiciel, parce que petit ou grand, sachez qu'on peut aborder tous les sujets, y compris l'agilité avec des jeunes, ça marche super bien. Donc c'est vraiment au sens super large. Et j'ai une première question pour vous, puisque vous n'avez pas encore eu de question pour moi. Qui dans la pièce est venu parce qu'il a en tête quelqu'un à qui il voudrait présenter les outils pour qu'il apprenne à coder? Ouais, mais toi c'est un peu triché, parce qu'on vous reconnaît un peu, il y a un petit lien de parenté quand même. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont là pour apprendre eux-mêmes à coder? Non, mais tu sais faire 2-3 choses quand même. Ok. Si je dis qu'il n'y a pas de solution unique et magique, c'est aussi parce que ça dépend l'objectif. Alors, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, et ça dépend le contexte. C'est-à-dire que si vous avez envie d'accompagner un jeune dans votre entourage, par exemple, prenons cet exemple, ça va dépendre de ce qu'il a envie, lui, de faire. Est-ce que c'est un projet qu'il a envie de mener parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît en termes d'éducation, en termes d'école, en termes de projet de vie peut-être, j'en sais rien, ou est-ce que c'est juste comme ça de la curiosité? Donc suivant le contexte, suivant le degré d'envie des différentes personnes, ça ne va pas donner les mêmes solutions, parce que toutes les solutions ne sont pas aussi, j'allais dire ludiques. Vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont volontairement moins ludiques, parce que ce n'est pas tout. Et justement, c'est le point d'après. On peut parfaitement utiliser le monde du gaming, parce que ça peut amener une énorme motivation. J'ai déjà eu des jeunes de 7-8 ans qui arrivent en voulant écrire un nouveau Minecraft. Pas de panique, il ne faut pas prendre peur, il faut juste leur dire la vérité. La vérité est que peut-être ils le feront, mais qu'il va falloir quelques petites étapes avant. Et ça marche très très bien, il n'y a pas de frustration quand vous expliquez ça. Et le point suivant, c'est que ça peut aussi complètement bloquer la personne à qui vous vous adressez. Il y a des gens qui sont, je dirais pas réfractaires aux jeux vidéo, mais qui ont une telle image du jeu vidéo que ça ne peut pas être associé à quelque chose où ils vont apprendre en fait. Donc il peut y avoir des blocages liés à ça. Donc il ne faut pas tout baser. Si vous sentez que la personne, ce n'est pas son truc, il ne faut surtout pas pousser là-dedans, parce que ça peut vraiment provoquer le phénomène inverse. Il y a par exemple un truc qui marche très très bien, on verra, je n'ai pas un sujet dédié à celui-là en particulier, mais un truc aussi simple que montrer comment marche une simple page HTML, mais toute simple, hein, juste montrer qu'on peut mettre un titre, qu'on peut mettre... Ça peut déjà donner un premier élan à quelqu'un dans le monde apprendre à développer, apprendre à coder, et ça n'a aucun rapport avec le monde du jeu, par exemple. Et je sais que j'ai eu des... Alors, statistiquement, c'est intéressant, c'est plutôt des jeunes filles avec Mixtin qui se sont éclatées à faire des petits sites web et qui ne voulaient surtout pas toucher à toutes les activités liées au jeu. Donc il faut faire vachement attention. D'une manière générale, petite parenthèse, si vous avez dans vos entourages une femme, une jeune fille qui s'intéresse à ce sujet-là, doublez d'efforts, encouragez-la, c'est essentiel dans nos métiers. Mais vous qui travaillez dans ce monde-là, vous devez en être conscient. J'avais mis de 7 à 77 ans. Évidemment, ce n'est pas une règle.
La règle à 7 ans, elle est quand même pas loin de la vérité pour un truc très très simple, c'est que globalement, dans le développement d'un enfant, le moment où la lecture devient possible correspond aussi au moment où ils sont capables d'appréhender des consignes et de suivre quelque chose que vous allez lui expliquer à dérouler. C'est un peu ce petit ensemble-là. Mais après, ça m'est arrivé de faire des choses super intéressantes avec des enfants de 5 ans. Mais là, c'est vraiment au cas par cas. Est-ce que vous allez vous occuper directement de l'enfant en question? Est-ce que c'est au sein d'un groupe? Nous, avec Mixtin, ça peut arriver moi, ça m'est arrivé de m'occuper de 4 à 6 enfants. Vous ne pouvez pas avoir le même niveau d'implication, et surtout pas avec quelqu'un de très jeune qui va nécessiter un petit peu plus de... Et au-delà de 77 ans, c'est mon rêve. Je ne suis pas monté encore à au-delà de 77. Je suis monté à 72 une fois, des petites bases justement sur une page web, montrer ce qu'il y avait derrière. Et je rêve, en plus de Mixtin, de faire une association qui irait faire le tour des EHPAD et de montrer comment ça marche. Ça a très bien marché avec ma grand-mère, pas pour le code, mais pour plein de sujets liés à l'informatique où elle n'y touchait pas. Et je suis sûr qu'un jour, je finirai par faire ça aussi. Voire être moi-même, évidemment, dans un EHPAD de geek, mais je vous donnerai l'adresse, on se retrouvera là-bas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Apportez aussi votre propre enthousiasme si c'est vous qui menez la barque sur cette histoire, parce que personnellement, je trouve que c'est un joli monde. Moi, je suis tombé dans tout ça tout petit, certes, mais c'est parce que ça me passionnait. Et si vous montrez votre propre enthousiasme, ça peut aussi être un vecteur qui va faciliter l'apprentissage du reste. Quand on ne sait pas, on le dit. Ça va avec je ne détiens pas la vérité. Ça n'a jamais posé le moindre problème pendant l'atelier avec Mixtin. La question, elle tombe, et avec les enfants notamment, plus ils grandissent, plus ils vont faire attention à la question qu'ils posent, ce qui est dommage. Parce que les plus jeunes, il n'y a pas de... Moi, je vais faire un jeu avec un ballon qui rebondit et ça va, il y a un panneau de basket. Et là, dans votre tête, il y a la gravité, il y a la loi de la physique, il y a tout qui commence à... Il y a des solutions, et puis si on ne sait pas, on cherche ensemble. J'ai passé plein d'ateliers à rechercher des solutions avec les enfants, et souvent, ils étaient autant satisfaits d'avoir cherché que la solution. Alors, s'il n'y a pas la solution, il y a quand même une petite frustration quand même, mais en tout cas, ça fait partie du chemin. Voilà, cette belle slide aride étant terminée, je termine par dire qu'il faut quand même être à l'écoute, à la fois maintenant, mais aussi avec la personne avec qui vous allez échanger. Ça va avec tous les autres points. Et c'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, tout le reste, là, toutes les autres slides, j'ai je ne sais plus combien de slides, où j'ai un ou deux outils ou plateformes à vous montrer. S'il n'y a pas de questions, je considère que ce n'est pas le truc qui vous enthousiasme, et je passe au suivant. Et s'il y a des questions, on peut y passer la soirée sur un seul, ce n'est pas un problème. J'ai mis les deux premiers, il n'y a pas de... Les autres, il n'y a pas forcément un ordre, mais ces deux premiers-là, ils sont importants pour moi. Le premier, pour une raison toute bête, c'est que historiquement, ça a quand même été un pionnier. Je ne retiens absolument jamais le nom de la personne qui était derrière tout ça, qui est quelqu'un qui a travaillé sur tout ce qui était recherche dans l'éducation de ces sujets-là. Et donc, il a construit cette solution au MIT. C'est le MIT qui abrite tout ce qui est Scratch. Le projet a bien sûr beaucoup évolué depuis, vous allez le voir. Notamment, et on l'a dès ce niveau-là, techniquement derrière, ça utilise les mêmes outils en fait. On a le projet Blockly qui est ces petits dessins qu'on va voir tout de suite, qui était un projet Google jusqu'à ce mois-ci, là à peu près, et c'est la fondation Raspberry qui vient de récupérer le projet. Donc je ne sais pas quelles sont les raisons, à part Google qui voulait plus s'occuper du truc, je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. En tout cas, vous allez le retrouver, je vous le mentionne, parce que vous allez visuellement voir des choses similaires tout au long des petits projets qu'on va essayer de faire. Donc là, je mets les lunettes parce que je suis évidemment plus proche de 77 que de 7. Pas dans ma tête, hein. Dans ma tête, je suis beaucoup plus près de l'autre côté. Hop. Et je vais vous montrer le premier qui est Scratch. Ah oui, il m'a complété avec quand j'ai changé le mot de passe. Ouais, c'est une bonne idée ça. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de mot de passe à l'écran, quand bien même. J'ai vos adresses, j'irai chez vous. Ah non, il veut pas, il me recomplète à chaque fois. Mais enfin, Madeleine, que faites-vous? Il est têtu, hein, sans déconner. Je t'ai fait quoi? Ouais, le logo, t'as raison. Merci. Merci, vous n'hésitez pas à m'aider parce que à mon âge, parfois, c'est un peu difficile. Les vieilles personnes ont besoin d'aide, merci Stéphane. Scratch, c'est aussi, il y a une autre raison aussi, donc comme c'est un des pionniers, c'est aussi celui que
beaucoup de systèmes éducatifs dans le monde ont choisi pour l'initiation. Donc aujourd'hui, certaines écoles primaires en font un petit peu, les collèges en font. Parce que le collège, c'est carrément, les écoles primaires, c'est en fonction des enseignants. Le collège, c'est dans le programme. Donc ils ont effectivement plein d'usages, alors de Scratch et des dérivés. Pour Arduino, c'était à une époque Scratch avec un module, mais maintenant il y a des choses qui sont dédiées, qui marchent. La fondation Arduino a un outil visuel maintenant qui est basé sur Blockly, enfin qui marche encore, hein, Scratch plus Arduino, mais effectivement, quand il y avait que ça pour apprendre, on verra quand je serai dans le truc. C'est vrai que c'est pas écrit gros, mais si vous voyez pas, vous n'hésitez pas à le dire. Si je vous ai montré aussi le site, avant de vous montrer l'endroit où on programme, c'est que c'est aussi intéressant d'avoir cette plateforme où ils font assez attention pour qu'il y ait un aspect un petit peu social, où il y a des échanges autour des programmes, sans que ça soit là fort. Il y a de la modération, pour que ça soit à peu près sécure quand même, parce que si c'est des jeunes et des enfants. Vous notez un premier problème que vous allez avoir dans la majorité des outils, c'est que très souvent c'est en anglais. Alors Scratch peut basculer en français, donc ça va. Mais il y a des fois où vous allez avoir le problème va être la langue de l'outil. D'où la nécessité de l'accompagnement. Un enfant n'a aucun problème à avoir une interface en anglais, hein, ça lui pose zéro souci. Il aborde un truc qu'il ne connaît pas, donc s'il faut appuyer sur Play ou d'appuyer sur... et c'est un mauvais exemple parce que les 3/4 du temps, Play, ça lui parle déjà. Mais la plupart des outils, malheureusement, ouais, sont en anglais. Alors moi, c'est parce que la machine, elle doit être... ouais. On va rester là-dessus, ça n'est pas grave. Il y a tout un principe de créer des systèmes de studio qui vont rassembler des projets. Vous allez pouvoir explorer certains projets. J'aime bien commencer par vous montrer un truc super abouti, puis après je vous montrerai les bases. Juste pour... Donc tout ce qui est exploration sur la plateforme, les jeux, parce que c'est généralement des jeux ou les applications, vous allez avoir un module comme ça qui va vous permettre d'utiliser ce qui a été programmé. Et en haut, vous avez le petit bouton Remix en vert qui va vous permettre de voir comment ça a été codé. C'est-à-dire que tout est partagé, mais il n'y a pas de... C'est une des raisons qui fait que la plateforme est relativement saine, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'implication monétaire, puisque de toute façon, tout est partagé à 100%. Donc, il n'y a pas de souci. Si je le mets là, je vais vous le mettre quand même voilà, en plein écran. La personne qui est derrière celui-là de programme fait des trucs... c'est limite un jeu simple, celui-là, pour lui. Donc, vous voyez, graphiquement, le rétroprojecteur ne fait pas honneur aux couleurs, mais je vous jure que ça flash sur l'écran, c'est quand même assez joli. Donc il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer dans un jeu. Il a pris soin d'avoir tout. Alors après, c'est un peu le principe d'un Flappy Bird, vous voyez. Voilà. Je suis extrêmement mauvais, mais c'était pour montrer qu'il y a aussi une partie score. Vous n'avez pas entendu le son, mais il y a une petite partie bruitée. Mais on ne va pas y passer, encore que si, je pourrais y passer la soirée à jouer, mais vous allez faire la gueule après, je vous connais. Puis de toute façon, j'ai bien pire après. Si vous ne posez pas de questions, j'ai de quoi m'occuper le reste de la soirée, vous ne partez pas pour autant, hein, je vous le dis. Tac. Et celui qui est le plus complet, c'est celui-là. Attends, je vais le stopper parce que moi j'ai la musique par contre, donc ça me perturbe un peu. Et même le stop fait un coup de musique. Donc on a ce genre de choses là. On va essayer de zoomer un peu. On va toujours avoir ce genre de petite logique. Scratch, bizarrement, est très événementiel en fait. Donc c'est un peu dur au début des fois. Les premiers programmes, c'est pas très grave. On met le petit, vous voyez le petit drapeau vert là, c'est le point d'entrée de tous les jeux. On a le drapeau vert pour démarrer, le petit rond rouge pour stopper. Donc vous pouvez déjà empiler plein de blocs et plein de choses sous le premier drapeau. Mais par contre, tout le reste va vraiment être axé sur l'événementiel. Est-ce qu'il y a eu un appui de touche? Est-ce qu'il y a eu une collision entre... alors c'est des lutins, j'adore le vocabulaire de Scratch. On ne dit pas des sprites, parce que c'est anglais, c'est moche, on dit des petits lutins. Et il y a toute cette gestion événementielle. Il peut y avoir un dialogue entre deux des lutins que vous utilisez, parce qu'il y a un système qui peut gérer des messages. Donc tout peut être géré autour de l'événementiel. Donc c'est pour vous montrer quand même au départ, on peut avoir des choses... Et il y a quand même un petit peu de monde, hein, on peut commencer à bosser. Par contre, on peut aussi avoir quelque chose de très simple, et c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Quand on démarre, celui-ci là, c'est lui Scratch, c'est un chat. Donc vous pouvez lui faire vivre les pires aventures du monde.
Spoiler, c'est ce qui se passe souvent au départ avec les enfants, évidemment. C'est peut-être pas très très gros, mais si je zoome, j'ai peur qu'on voit plus bien. La colonne de gauche, ce qui est important là, c'est que c'est des catégories. Donc ouais, je pense que vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a écrit dessus, mais voilà, le premier c'est... Je devrais le mettre en français, je ne sais pas si je peux le basculer, je n'avais pas pensé à ça. Si, là, toc. Vous voyez, il y a quand même un petit peu des gens qui l'utilisent dans le monde, ça c'est toutes les traductions. C'est vraiment, on peut dire que c'est quand même vraiment répandu. Hop, voilà. Donc on a le premier qui va concerner tout ce qui va être les petits blocs qui concernent le mouvement pour déplacer le lutin, le faire tourner. Dans les déplacements, il y a est-ce qu'on voit le déplacement, est-ce qu'il glisse au point, est-ce qu'il se téléporte au point, il y a toutes ces notions-là. Vous allez avoir la gestion de ce qu'ils appellent les apparences, où ils ont mélangé plein de choses. Dans l'apparence, il va y avoir la possibilité de mettre des petites bulles. Il faut savoir que les premiers programmes que font les enfants généralement, ce n'est pas une application, ce n'est pas un jeu, c'est une histoire. Parce que c'est un moyen de scénariser et d'exprimer quelque chose, puisqu'il y a des images. En changeant l'apparence, on peut changer l'apparence, le chat peut devenir un tas de choses, il y a toute une bibliothèque fournie d'origine. Il y a des sons, donc on peut déjà raconter une petite histoire. Justement, la catégorie son, on peut avoir des sons déjà, qui sont déjà sur la machine, un petit chat qui miaule, des choses comme ça, ou s'enregistrer, ce qui peut donner lieu à des choses intéressantes pendant un atelier. Oui, là, je vais peut-être rezoomer du coup dans l'autre sens. Donc, je vous dis, quand on démarre, le premier bloc qu'on va leur montrer, c'est comment démarrer l'application. Et en fait, on leur ment. Et souvent, ils le découvrent eux-mêmes. Donc, je conseille de commencer plutôt par le fait de faire un bloc qui fait avancer, parce que c'est la première chose qu'il va faire. Et quand ils vont faire ça, en manipulant la souris, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont cliquer dessus. Et il se passe un truc là. En fait, ça agit déjà. Et en fait, tous les blocs de code que vous allez faire, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, vous n'êtes pas obligé de tout déclencher avec le déclenchement de toute l'application. Vous pouvez juste vous concentrer sur une action particulière sur un des lutins. Et vous pouvez vraiment regarder chaque instruction, ce qu'elle fait en cliquant sur l'instruction. Donc ça peut aussi être une manière de découvrir. Après, évidemment, il faut leur montrer que si c'est un programme, voilà, ils sont super déçus parce qu'il a avancé, mais pas beaucoup. Alors après, on peut aussi s'amuser à changer la valeur qui est ici, mais c'est toujours pas satisfaisant. Il va falloir commencer à regarder les variables. Donc là, le concept de variable, c'est là où je dis qu'il n'y a pas de solution unique. Chaque personne a sa façon de comprendre cette histoire de variable. Il y en a une qui marche souvent avec les plus jeunes, c'est de leur parler d'un saut, bizarrement. D'un saut, parce qu'un saut, vous pouvez mettre une étiquette dessus pour dire ce que vous avez l'intention de mettre dedans. Donc ça va être le nom de la variable. Et puis il y a ce qu'on met dans le saut. Et puis après, on peut aller prendre les choses dans le saut. Donc c'est une analogie qui marche, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Donc on peut faire ce genre de choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, il y a ce genre de bloc aussi qui peut être utilisé. Quand je parle d'événementiel, il y a des choses liées au fait que la personne peut cliquer pendant le jeu. C'est comme ça que vous allez rajouter, vous allez voir que les blocs, il y a les blocs qui s'assemblent comme une pièce de puzzle. Il y a les éléments qui sont avec cette forme un peu triangulaire. Ça, c'est parce que c'est quelque chose qui va aller se mettre. Si vous faites du développement, vous savez que c'est un paramètre d'une fonction en fait. Et eux, ils savent juste que c'est quelque chose qui se passe, une donnée qui est importante et qui va être utilisée ailleurs. Donc le ailleurs, ça peut être, hop, si je vais dans contrôle, ça peut être ce genre de choses. On va mettre, hop, là-dedans. Voilà, mine de rien, avec 3 petits blocs, si vous mettez en route, bah alors, ça ne suffit plus. Alors il faut savoir un truc avec Scratch, c'est que ça évolue beaucoup trop pour les mecs qui en font pas tous les jours. Donc il faut que je fasse avec un événement, avec alors c'est dans les capteurs. Oh, vous n'allez pas m'embêter longtemps, on va faire autrement. Hop, c'est ça l'astuce. N'hésitez pas aussi à paraître affirmatif quand vous faites quelque chose, c'est toujours très important. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, vous pouvez aussi faire ça, il n'y a pas de raison, puisque c'est le prochain truc que je voulais vous montrer. Il faut que j'aille voir la collision de sprites, c'est encore tout un... C'est pas évident à expliquer, la collision entre deux objets qui déclenche un événement, mais qui fait l'action, qui émet l'action, c'est pas toujours le sens de qui collisionne avec qui n'est pas immédiate. Donc là c'est pareil, normalement si je mets en route, voilà. Bon, après j'ai laissé le truc par défaut, avant ça y était pas et on pouvait sortir de l'écran. Et là par défaut on ne peut pas sortir par l'écran, il faut lui dire explicitement.
Donc voilà, c'est toutes les mécaniques que vous allez avoir avec Scratch. C'est le générique, c'est la base, c'est rassurant dans bien des cas. Ne serait-ce que si c'est un jeune, il a des chances qu'il l'ait déjà vu un petit peu à l'école, donc il n'est pas complètement perdu. Donc il y a un petit côté rassurant en disant je ne pars pas dans un terrain complètement inconnu. Après, il y a l'effet inverse. Il y a, ah non, mais moi je ne veux pas faire ça, moi je veux coder, c'est taper sur le clavier, donc ça ne va pas du tout. Alors, c'est là où, oui et non, parce que taper sur le clavier, ça a un inconvénient, c'est qu'il va y avoir toutes les erreurs à taper, des fois c'est beaucoup plus long, donc ça génère très vite de la frustration. C'est là où quelque chose comme EduBlock, je l'utilise beaucoup, parce que c'est le même principe, avec des blocs visuels, sauf que, hop, je vais faire Create Project. Hop. Donc vous allez avoir les mêmes concepts avec des catégories, avec des couleurs, avec les mêmes choses, mais si on regarde les blocs, tous les blocs contiennent ce qui est le texte qui correspondrait à du code dans le langage Python. Donc ils peuvent commencer à comprendre comment ils vont pouvoir développer quelque chose avec le langage Python. Donc il va falloir qu'ils se posent les vraies questions parce que là, on va avoir des variables à affecter avec un égal, des choses comme ça. Mais avec la notion de blocs, ça reste quand même vachement plus abordable. Oui. Entre le Scratch et du bloc, à quel moment tu vas faire le switch sur les. Tu n'inventes pas, Vraiment, c'est au feeling. c'est là où je dis, alors j'ai la chance de le faire dans un cadre où je peux me permettre de. On propose, et soit d'eux-mêmes, ils demandent à changer d'activité, parce qu'il y a plein d'autres activités, on a aussi des petits robots, on a un tas de trucs. Soit on voit en faisant l'activité avec un enfant que il est peut-être temps d'essayer de lui proposer autre chose. Donc là, c'est là où rester à l'écoute, c'est important pour essayer de voir. Ouais, t'as pas d'âge charnière. Non. Il y a vraiment. Alors, pas d'âge charnière, je dirais que du bloc avant 8-9 ans, voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des concepts un peu plus compliqués. Non, mais pensez plus au niveau la jonction entre l'école élémentaire et le collège. C'est généralement collège. J'ai eu des cas, hein, c'est toujours pareil, plus jeunes, donc en dessous des 11 ans, il y en a toujours, mais il n'y a pas de règle, hein, je vous l'ai dit au début. Hein. Mais il n'y a pas de. Non, non, c'est. Si vous partez avec une approche qui fait trop référence à l'école, oui, il y aura un blocage et là, personne n'y touche avant 13-14 ans. Mais si vous ne leur présentez pas du tout comme ça, juste c'est une possibilité parmi X possibilités, normalement ça se déroule bien. Et du bloc, ça a été fait au départ par un jeune qui avait 11 ans, qui s'appelle Josh, qui est un Anglais, qui a commencé à développer à 9-10 ans, qui avait besoin de ça, enfant à haut potentiel, un profil autistique, enfin c'était un peu compliqué pour lui. Et l'activité qui le faisait vraiment sortir de sa coquille, c'était développer. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, c'était tellement génial d'avoir développé avec Python. Mais en même temps, c'était tellement embêtant de devoir toujours expliquer à la maîtresse et aux copains, et il ne comprenait rien au texte qu'il tapait et tout. Il s'est dit, il faudrait quelque chose comme Scratch, parce que ça, ils connaissent. Donc vraiment, sans zéro blague, à 11 ans, il a attaqué un projet. Un peu accompagné, mais pas tant que ça, très honnêtement. Et pour la petite histoire, si on revient sur la page d'avant, il y a quand même un truc qui est important là. On ne le voit pas bien, ou peut-être plus au milieu. Et du Blocks, dorénavant, c'est un produit qui est géré par Anaconda. Anaconda qui est dans l'écosystème Python, une entreprise qui gère un système de packaging, qui propose des environnements de développement, qui est à l'origine très axé dans le monde de la data science. Et en fait, ils voulaient avoir quelque chose, ils l'utilisent en atelier de découverte et en initiation de plein de sujets dans le monde pro. Et ils ont embauché Josh pour ça. Donc il a fait des phases où il était apprenti, il a fait une école entre les deux, enfin il y a eu tout un déroulé. Et maintenant, Josh a 21 ans, j'ai été invité à son anniversaire l'année dernière, c'est très sympa. Et tu te retrouves dans la pièce avec des contributeurs Core Python, avec des mecs de chez Anaconda, des gens de la fondation Raspberry. Tu dis bonjour, moi je suis le petit Lyonnais qui vient de France, bonjour. Et donc il continue, son projet est toujours de faire avancer le fait que tous ces trucs que je viens de vous dire, que c'était dur de faire les types, c'est des choses qu'il a constatées lui en fait. Et pour s'en sortir, il allait sur cet outil. Oui. Et du coup, si on met le code en Python, il mettra automatiquement. Alors on va aller, je vais te montrer concrètement. Tant que tu restes dans du code qui n'est pas trop, qui reste dans un cadre à peu près classique, tu vas pouvoir avoir des blocs. Si tu importes
importe autre chose, il fait quoi? Il fait une chose web? Alors, il y a un moment, tu casses la partie visuelle. Si c'est un import d'un truc qu'il ne connaît pas, tu casses la partie visuelle. Je crois qu'il avait prévu, mais ça ne doit pas être rajouté, de rajouter une instruction import où tu as un champ variable où tu peux mettre ce que tu veux. Et du coup, tu ne casses pas la mécanique parce qu'il peut. Blockly est fait comme ça derrière. C'est des points d'ancrage dans un. Peut-être pas se lancer là-dedans maintenant, mais il y a l'arbre du langage en fait, il y a la ST qui est derrière, donc Blockly permet de faire la transition entre les deux. Et si tu casses cette transition, c'est là où tu casses le visuel en fait. Tac, est-ce que c'était dans l'heure? Non, c'est dans mes projets que je voulais. Voilà, je vous en montre un peu plus complet. Un projet un peu plus complet se présente sous cette forme. Hop. Le but, c'est quand même l'objectif de EduBlock, et Josh le dit lui-même, c'est pas que ça devienne le seul outil qu'ils vont utiliser. Pas du tout. C'est une marche pour faciliter l'arrivée dans vous allez coder avec Python. Donc en permanence, si on modifie un bloc, on doit avoir normalement, hop, vous voyez, ici, je vous jure, il y a un seul E, c'est peut-être pas très visible, mais c'est vraiment suivi entre les deux. Donc ça, c'est le premier point intéressant d'EduBlock, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre visuellement, vous allez quand même l'avoir sous cette forme. Et si vous commencez à... Normalement, quelqu'un vous accompagne pour avoir un environnement Python à côté sur la machine, par exemple, il y a un moment où la transition va se faire parce qu'il y aura un copier-coller dans un fichier et hop, il faudra juste apprendre à taper Python et le nom du fichier. Et il y aura un parallèle qui se fait. Pour aller jusqu'au bout de toute la démarche, par rapport à Scratch où on avait cette petite zone là qui était une espèce de petite console de jeu quelque part, il y a un partenariat, et il faut que j'aille vérifier si c'est toujours vrai depuis que c'est Anaconda. C'était la société RepelIt qui propose d'avoir un environnement dans le web où vous tapez votre code et ça s'exécute dans un conteneur en même temps. Donc si je le lance ici, alors c'est un peu petit, mais ça ouvre une session et il y a vraiment un petit bout d'OS avec un vrai Python qui tourne. Et vous allez vraiment pouvoir... Alors là, ouais, les couleurs, je suis désolé, mais c'est sur fond noir, c'est pas... là, c'est juste parce que c'est ma déclaration d'amour au logo que j'ai appris quand j'étais très jeune. Logo qu'il est un peu difficile. J'ai cherché des logos un peu modernisés, il n'y en a pratiquement plus. Mais Python a le très bon goût d'avoir un module qui s'appelle Turtle. Le module Turtle au sein de Python vous permet d'avoir toutes les opérations que vous voyez là un petit peu. À chaque fois que je fais Turtle Color, Turtle Forward, Turtle Left, c'est vraiment les instructions de base. Vous apprenez à coder en ayant quelque chose de visuel et ça peut amener des choses plutôt sympas, je trouve. En tout cas, il y a un rapport, il faut toujours qu'il y ait un rapport de quelque part de satisfaction entre. Il faut que je passe aux lunettes progressives, c'est l'enfer. Je vous regarde, je vous vois pas, je vois plus l'écran, c'est une horreur. Ouais, c'est un vrai calvaire. Quelle que soit la plateforme, il y a un truc super important, et c'est vrai pour la peine de 7 à 77 ans. Si vous tapez quelque chose dans un environnement et un langage ou quelque chose que vous découvrez, vous avez besoin d'avoir un retour positif régulièrement. Et le retour positif, ça peut être un message d'erreur, hein, c'est pas grave, ça reste un retour positif. Il s'est passé quelque chose suite à une de vos actions. J'ai moins d'exemples avec des choses très physiques, mais si vous arrivez à allier, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai un exemple avec. Si vous arrivez à allier du logiciel avec du matériel, ça marche encore mieux parce que là, il y a une facilité de compréhension pour tout le monde. Vous sortez de... En fait, c'est super abstrait le monde du logiciel, si on y réfléchit bien. C'est des mots qui font quelque chose, mais du coup, on agit sur le monde réel. Comment... Donc si vous avez un lien... Mais jamais il s'arrête. Ah, il vous fait la totale. Hein. Si jamais vous avez la possibilité d'avoir plutôt un outil qui va avoir un impact sur le monde réel, c'est encore plus efficace. Mais je ne vais pas spoiler parce que je vais vous en montrer un quand même. Je sais pas, on n'est pas des sauvages. Oui. Question. Oui. Ah non, pas dernière, tant que tu veux. Ça arrivera dans les notebooks? Ça? Ouais. Je sais pas. Parce que le problème, c'est que il y a des données et il y a des gens qui ne savent pas forcément programmer, Alors. qui peuvent vouloir extraire des données et en Oui. faire des trucs. Ça, je suis super à l'aise pour t'en parler. Je vais vous parler d'une société qui s'appelle Data. Non, toute plaisanterie à part, il y a d'autres outils qui ont pris cette approche. Donc là, c'est un très bon exemple. Hein, quand je dis de 7 à 77 ans et dans les exemples, exemple typique. Donc Dataiku, c'est un produit qui fait à la base de la gestion de données. Et les premières étapes de cet outil, c'était d'avoir un peu d'analytics,
c'est-à-dire d'être capable déjà de préparer un peu la donnée, de la nettoyer un peu et de faire de l'analytics dessus. Première petite étape. Après, ça s'est agrandi avec le nombre d'utilisateurs et les profils différents d'utilisateurs, c'est là où on arrive. On s'est mis à avoir les notebooks. Et puis après, on a enchaîné notebook, machine learning, IA. Donc on a toute cette traversée. Mais toute l'évolution du produit s'est fait sur le fait que, effectivement, les gens qui vont être le plus à même de connaître cette donnée, ce n'est pas des développeurs en fait, mais c'est des gens qui ont besoin, et quand je dis apprendre à coder en s'amusant, ça peut être en travaillant aussi, ce n'est pas forcément l'activité principale, ça peut être juste un outil. Ouais, ça peut être commercial. Personnellement, j'ai la passion du développement et du code, mais ça peut être juste l'outil qui va vous permettre de faire un truc qui vous est super utile dans votre travail. Un acheteur ou un commercial. Exactement, ou je ne sais pas, tu remontes des données de l'activité d'un site web marchand, par exemple. La personne qui sera le plus à même de comprendre le comportement des utilisateurs, c'est quand même quelqu'un qui connaît le business de la société aussi. Et donc l'astuce est d'avoir un outil qui est capable d'être à cheval entre ce monde très graphique, mais le transcrire d'une manière. Alors, ce n'est pas Blockly, évidemment, mais tu retrouves les mêmes concepts. Aujourd'hui, dans ce que j'envoie en Dataiku, on n'a pas ce côté. Alors le notebook, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment un moyen d'avoir un outil où vous allez pouvoir avoir du code qui va interagir avec vos données. Vous n'êtes pas en train de développer toute l'application d'un blog, vous pouvez commenter ce que vous faites, vous pouvez partager. Enfin, il y a toutes finalement ces notions qu'on peut retrouver là-dedans, mais ça reste quand même vachement du code. Donc ce qui a été trouvé, c'est de proposer des recettes, on appelle ça des recettes dans Dataiku, où la recette, elle a en entrée des données, en sortie des données sous une autre forme, et dans la recette, tu vas dire je veux que les dates soient à tel format, je veux. Et ça, tu peux être vachement visuel en fait. Tu peux rester très visuel. Et tu vas dessiner un workflow de manière très visuelle, et chacune des petites cases peut être graphique aussi. Mais dans un notebook, je pense que c'est un monde qui est fait pour faire quand même un minimum de code. Le but, c'est vraiment d'explorer la donnée au plus bas niveau. Je ne suis pas sûr qu'il y ait. Déjà, j'en connais pas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais j'en connais pas. Mais voilà, un système comme ça qui réfère dans une notebook, je ne sais pas si ça apporterait quelque chose réellement. Pas parce que techniquement, ça ne serait pas possible. Je pense qu'on pourrait faire un notebook avec des cases, des blocs et des trucs comme ça. Mais la personne qui est dans une démarche où elle a besoin de quelque chose qui ressemble à un notebook, elle est déjà loin dans l'abstraction, je pense. Là où juste la manipulation dans un workflow, tu es plus dans la logique du métier qui manipule la donnée, donc tu n'es pas obligé de descendre aussi bas. Et ton objet visuel fera des choses compliquées où tu exposeras juste les paramètres que les gens peuvent comprendre en fait dans le cadre d'utilisation. Donc je ne pense pas que ça aille jusque dans des notebooks. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut garder Jupyter pour donner un nom précis d'outil technique. Il y a d'autres solutions pour des notebooks qui émergent aujourd'hui, donc probablement que d'ici quelques années, il y aura quelque chose d'autre. Il y a Marimo qui marche bien, par exemple, en ce moment, et qui justement ne fait pas des trucs visuels, mais en tout cas a une approche un peu différente. Donc on peut faire des choses différentes. Mais pas, je pense pas comme ça. Parce qu'il y a un rapport de l'objet qui est traité par rapport à ce que tu veux faire avec, qui est pas. Je pense que tu es un petit peu trop loin dans la complexité. D'autres questions sur EduBlock? Non? Hop. Non, je ne l'ai pas prévu. On pourra discuter après en dehors. Il y a plein d'autres outils. J'ai essayé de ne pas faire que du truc autour. Il y en aura d'autres, des trucs autour de Python, parce que c'est quand même un des langages assez faciles à apprendre, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait du Java moi aussi, mais pas quand j'avais 7 ans. Et il y a des outils qui ont été étudiés pour avoir encore une étape de transition quand vous avez Scratch, que vous arrivez à EduBlock, vous arrivez à quelque chose qui est du code, mais il y a encore des petites étapes. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas que coder dans le développement logiciel. Et il existe des outils pour avoir un petit éditeur pas trop compliqué, mais qui va vous faire franchir encore une étape il faut que je teste, il faut que je. Enfin, on peut rajouter des choses dans un environnement un peu plus. Mais c'est encore une étape après. Je pense que déjà, quand vous avez initié avec ça, les portes sont. Même un outil professionnel comme PyCharm aujourd'hui, après, une fois qu'on est. C'est zéro plaisanterie non plus. Une fois que tu es déjà capable de faire quelque chose avec EduBlock, ok, tu vas pas tout utiliser d'un coup, mais un éditeur, c'est pas non plus. C'est pas pire que d'apprendre Word. C'est compliqué, mais c'est pas pire.
on va continuer avec les outils justement qui utilisent la partie Blockly. Donc là, il y a une couche en plus de Blockly. J'aurais dû vous montrer dans l'autre sens d'ailleurs. C'est pas grave. Juste après, je vais vous montrer un truc qui permet de programmer les petites cartes comme ça, qui s'appellent les cartes microbits. Arcade Make Code. Donc là, c'est typique du truc qui va bien marcher si vous êtes avec un profil qui aime le côté jeu vidéo, puisque ça n'est rien d'autre que la possibilité de développer un jeu dans la petite console que vous voyez là sur le côté là, à gauche. Petite console qui peut aller dans un mode où il y a une fonction au sein d'Arcade Make Code où vous pouvez publier sur Arcade Make Code votre jeu et vous pouvez juste donner le lien. On retrouve comme Scratch, vous publiez le lien de votre jeu, mais il y a toujours un bouton, vous appuyez, vous arrivez dans le code. Donc vous pouvez échanger avec les copains quelque chose que vous avez fait. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y en a qui ont décidé d'aller jusque dans du physique. C'est exactement ce que vous avez là. Ça a été pensé. Alors il y en a plein maintenant. Il y a plein de solutions. L'idée, c'est parce qu'il peut y avoir un intérêt pour le jeu vidéo. On va proposer des choses ciblées sur le jeu vidéo avec des blocs visuels. Donc avec des blocs visuels. Putain, faut que je remette mes lunettes, évidemment. J'ai tenté de faire style, ça va passer. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, je t'ai à l'œil, toi, fais gaffe. Hein. Ça va finir en Java tout à l'heure, tu vas voir. Tu vas m'expliquer un truc au tableau, je vais t'interroger. C'est-à-dire que quand je dis que c'est organisé pour le monde du jeu vidéo, c'est que d'entrée de jeu, on va vous expliquer les concepts de sprite. D'entrée de jeu, vous avez besoin d'avoir un contrôleur pour manipuler ce qui se passe. Et tout est axé là-dessus. Vous avez vraiment une catégorie qui va représenter l'entité de votre jeu. C'est là où vous allez pouvoir connaître l'état du jeu, savoir si vous êtes en game over, enfin tous ces concepts qui sont dans le jeu vidéo, que normalement vous avez besoin de coder, mais qui sont quand même complexes à coder. Donc ils ont raccourci tout ça, et oui, je suis un peu bête parce que j'ai fait ça, je ne vous ai pas montré ce que ça faisait à peu près quand même. Donc, hop, ça date de 2022, et ça a changé depuis, j'ai vu ça tout à l'heure aussi pareil. Savoir qu'avant, vous voyez là, j'appuie sur les touches, il ne se passe rien. Parce qu'en fait, ils ont rajouté une petite tempo pour pas que ça bourrine trop d'événements. Je pense qu'il devait y avoir des problèmes. Pareil, c'était pas du tout ça le sprite avant, mais c'est pas grave. En tout cas, ce que je vais vous montrer comme code derrière, vous avez donc un jeu où normalement vous avez des obstacles à éviter. Vous avez, hop, parce qu'on est gourmand, des petites glaces à ramasser. Et à l'arrivée, vous avez la fin. Et c'est pas du tout cette touche merci Mac et la dernière mise à jour. Voilà. Je vais vous faire le coup du son qui est à la fin pour vous montrer qu'il y avait du son aussi, mais c'est pas très grave. Donc il y a quand même un petit jeu de plateforme assez complet. Et qui, ok, ça paraît être un petit peu riche, mais c'est pas insurmontable. Hein. Ça peut se faire par étapes. Si je vous montre ce projet, c'est parce que quand je m'étais un peu pris la tête, j'ai fait toute une série de petites vidéos par petits blocs pour essayer de voir si on pouvait, et on peut. On commence, on fait une vidéo, on montre comment on affiche un sprite, on montre comment on le déplace, après on envisage le saut, la gravité, enfin tous ces trucs-là. Donc c'est faisable. Donc on peut aller relativement loin, mais sans pour autant se prendre le chou. Vous voyez, si je regarde la partie, toc, ici, tac, là, je vais zoomer là. Voilà. Donc là, c'est si vous voulez gérer le fait que le joueur, donc dans les choses qui sont simplifiées, par exemple, il y a le concept de joueur, d'ennemi et d'objet. Donc vous allez avoir des catégories de tout ce que vous manipulez qui sont déjà créées pour vous, et donc il y a des comportements qui sont déjà attendus. Donc on voit que le sprite, si c'est le sprite joueur, et si jamais il rentre en contact avec un autre sprite qui serait dans la catégorie qu'on a classée comme étant ennemi, et bien on a un certain nombre d'actions, on joue un son, on perd une vie, on fait un certain nombre d'actions. Donc vous avez déjà toute la simplification de ce qui est une mécanique de jeu normalement. Et on n'est pas encore aux étapes d'après. Je vous l'ai mis dans les bonus, il y a plein de choses qu'on peut faire quand quelqu'un est beaucoup plus âgé ou a la capacité d'aller plus loin dans l'abstraction. Des outils comme Godot, les choses comme ça, on peut aller vachement plus loin sans pour autant coder l'intégralité. On va retrouver tous ces concepts. Donc ça peut être une initiation pour aller plus loin. L'idée, c'est d'essayer d'avoir des outils qui vous permettent aussi de sortir et d'aller la petite étape d'après. Et ce que je voulais vous montrer aussi pour celui-là, c'est si... Alors il y a... Oui. Il y avait un petit onglet JavaScript.
Oui, je vais le montrer après. Parce qu'il n'y a pas que JavaScript. Tu te doutes bien que je ne t'aurais pas montré l'outil sinon. Dans les choses qu'il y a sur le site, il y a déjà ce qu'ils appellent des skill maps, qui sont des mini-tutoriels sur une notion. Et il y a plusieurs niveaux, et vous pouvez aller de plus en plus loin. Donc on va vraiment apprendre les collisions, les choses comme ça. Donc déjà tout intégré, moi ce que j'aime bien, c'est quand les contenus sont tout intégrés. Il n'y en a quasiment pas en français, c'est ça la mauvaise nouvelle. Même si le chef de projet derrière est un franco-canadien. Oui, le projet qui est derrière Arcade Make Code, qui permet de faire cette espèce de petite... Il y a une petite compilation qui a lieu dans votre browser, parce que si je vais tout en bas, évidemment c'est plus là. Oh là 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 là. Je cherche l'endroit où je peux exporter après. Donc on va aller là. Si je fais ça, voilà, Choose Hardware, voilà. Au début, il n'y avait rien. Ensuite, il y a eu celle-là, qui se trouve même plus sur la première page, sympa, qui ressemble, c'est la petite sœur de celle-ci en fait. Mais il y a plein de gens qui se sont mis, ça me fait peur parce que sur l'écran, je crois que je les ai toutes. Ça permet d'avoir cette espèce de transition où, quand je vous parlais, il y a une satisfaction à avoir créé quelque chose et l'emmener avec soi, le partager. Le partage est un bon moteur. C'est plus tard, quand l'argent rentre en ligne de compte avec les entreprises, que ça pose problème. Sinon, je vous jure que les enfants partagent tout. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de... Ah bah si, elle est en dessous. Voilà, la paille gamer. Il y a vraiment plein de choses. Et donc, c'est du matériel. Normalement, il va falloir compiler un firmware, le flasher, tout ça. Et donc, derrière cet outil-là et derrière celui que je vais vous montrer après, il y a un projet qui s'appelle PXT qui sert en fait à... vous êtes dans un navigateur, vous utilisez un projet visuel avec Blockly. Ce qui est généré derrière comme logique applicative, et ben PXT va vous proposer d'en faire un réel binaire dans une de ces plateformes. Donc, il y a des plugins qui se rajoutent au fur et à mesure. Il y a plein de constructeurs qui ont compris ça. Tout le projet est open source derrière, grâce au projet d'après que je vais vous montrer. C'est un projet de Microsoft, de leur branche open source, full open source, depuis le début. C'est eux qui l'ont créé, c'est ça? Oui, et je vais vous montrer pourquoi ils l'ont créé, parce qu'il y a une raison. Sinon, ils ne l'auraient pas créé aussi open source. C'était dans le deal qu'ils ont signé au départ. Mais ils savaient qu'ils allaient faire des choses où ils l'ont utilisé pour des produits un peu plus commerciaux pour eux aussi. Hein. Et donc, ils me disaient, il y a un onglet JavaScript. Oui, parce qu'il y a la même mécanique qu'on avait tout à l'heure avec EduBlock. On a évidemment le côté langage. Après, si on est civilisé, on utilise un vrai langage. Voilà. Il n'y a plus de type. J'ai plein de choses à te raconter sur le monde de l'écosystème Python et le rapport au type, si tu veux. Tu verras, c'est assez rigolo. Donc, vous pouvez aussi, vous pouvez aussi vous en servir. Alors, très clairement, là, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à EduBlock, c'est extrêmement fragile. Quand vous commencez à modifier là, ça casse de l'autre côté. Par contre, vous pouvez très bien, effectivement, rester là-dedans et continuer de développer tout votre jeu. Et ça va toujours vous proposer toutes les autres mécaniques. Donc le jeu peut aller beaucoup plus loin, être partagé en ligne sur le site d'Arcade Make Code, donc ça ne bloque pas cet aspect-là, donc c'est intéressant. Mais oui, là clairement, il y a un moment où très très vite ça coupe. Le dernier onglet, c'est juste si vous voulez importer vos propres assets graphiques. On ne voit pas très très bien, je ne sais pas si je peux l'agrandir, si je fais Edit, je pense. Voilà. En fait, il y a un éditeur graphique qui va vous permettre de dessiner vous-même vos propres sprites. Dessiner ici, il y a une codification dans la petite map à côté. C'est quelque chose que vous retrouvez dans plein d'outils pour faire des petits jeux vidéo. Vous allez créer un tile map où vous allez dire bah, ça c'est du sol, ça c'est un ennemi, ça c'est une plateforme, ça, voilà. Donc c'est inclus dedans. Donc encore une fois, le but c'est de permettre d'appréhender le développement d'un jeu avec le moins de complexité possible. Je vais rester à peu près dans le même univers, mais s'il y a des questions sur... Je le laisse ouvert si jamais il y a une question qui vient entre-temps. On peut y revenir. Hop. Je vais faire deux choses. C'est ouvrir ce site et boire un coup, parce que je ne sais pas vous, mais... parlez pas beaucoup. Hein. Moi, je parle beaucoup trop, ça va pas du tout. Je te remercie pour tes questions. Justement, tu parlais d'apprendre le C à 77 ans pour tout ce qui est jeu, etc. C'est plus pour les jeunes, en fait, que tu vas te concentrer. Eh ben, j'aurais dit ça. Et alors, j'ai moins d'expérience avec les personnes plus âgées, mais j'ai fait 2 fois une...
J'ai fait 2 Japan Touch où on était invité à Lyon, parce qu'ils ont ils ont 2 Japan Touch par an à Lyon, et il y en a une où en plus ils rajoutent, j'ai perdu la Geek Touch, ils appellent ça la Geek Touch, et c'est des stands de rétro gaming, il y a des influenceurs du monde du jeu vidéo qui viennent, plus l'ouverture à plein d'associations. Il y a l'INSA à Lyon qui se déplace, ils ont un stand, et on était allé avec Mixtin. Et là, j'ai codé avec des gens plus âgés, mais tu es dans un environnement où tu te doutes bien quand tu as la Japan Touch, même les adultes sont déjà des adultes qui sont plutôt inclinés à apprécier ce genre de truc. Mais oui, oui, c'est plutôt globalement Et alors le gros cliché, c'est que c'est malheureusement encore plus des petits garçons que des petites filles. Elles osent pas, en fait. C'est pas qu'elles aiment pas, hein. Il y en a certaines qui n'aiment pas, c'est leur choix, mais je ne m'expliquerai jamais cette espèce de barrière où Mixtin, avant le collège, 50%, 50%. Arrivé à 11 ans et en 6e, on n'a rien fait, on n'a rien dit, ça peut être 2 jours après la rentrée, j'exagère, mais à peine. Je passe à 80-20, et je ne sais pas pourquoi. Et l'autre étage de la fusée, c'est le lycée, mais il se passe un peu plus de choses aujourd'hui au lycée, donc il y a des efforts qui sont fournis, mais c'est avant, c'est déjà, je sais pas quoi, enfin si, j'ai une petite idée, mais on ne peut pas changer toute la société d'un coup, mais d'où mon message de tout à l'heure, faites des efforts supplémentaires, s'il vous plaît, pour essayer de retirer la balance dans le bon sens, parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Mais ça ne concerne pas que l'informatique, malheureusement. Je pense qu'une association qui fait des ateliers autour de la science, elle aura le même problème. C'est malheureux. On est hébergé par la maison des mathématiques, on a le souci. Les meet-up aussi. Oui, oui. Oui, mais alors, je ne préjuge pas de l'âge des personnes dans cette pièce, mais on n'est pas en train de parler de l'école primaire et du collège. Mais c'est entre 7 et 77. Oui, oui, mais j'ai envie de dire, la catastrophe ne fait que s'aggraver avec les années, malheureusement. Malheureusement. Microbit, c'est la petite carte que je vais vous montrer. C'est elle qui a fait naître une partie du projet qu'on a vu juste avant. La carte Microbit est née en fait d'un projet de l'éducation nationale anglaise qui en 2000, alors le projet a été lancé en 2014-2015. Ils ont lancé tout un appel d'offres parce que le souci qu'ils avaient, alors je ne sais pas s'ils l'ont toujours, si ça a eu un impact ou pas, mais ils avaient beaucoup de profils en bout de chaîne en études supérieures qui faisaient tout ce qui était business, commerce, tout ça. Mais ils perdaient énormément en profil technique et notamment en profil dans le monde de l'IT. Et pour eux, c'était une catastrophe en tant que pays. Donc, pour essayer de redresser la barre, ils ont fait ce qu'ils avaient déjà fait dans les années 90. Et c'était assez rigolo parce qu'à l'époque en France, il y avait la même chose, c'était le plan informatique pour tous. En Angleterre, c'était le plan qui avait abouti, qui avait vu créer le BBC Micro, qui était un micro-ordinateur qui pouvait après aller dans les écoles, voire dans les maisons. Bah là, ils ont fait rebelote. Ils ont dit, c'est pas possible en 2014 d'avoir cette proportion-là. Il faut rendre ça intéressant. Il se trouve que 2014, on était quand même dans une énorme vague où les objets connectés, tout ça, l'IoT, c'était quand même. Donc, on veut un objet matériel. On veut qu'il y ait des propositions autour de ces objets connectés, mais il faut apprendre à développer. Et donc, ils ont fait un appel d'offres qu'ils ont confié à la BBC parce que la BBC est en charge des projets gouvernementaux dès que ça touche le multimédia. Ne me demandez pas pourquoi, il se trouve que l'informatique, voilà, c'était classé là. Donc c'est eux qui ont piloté le projet, comme la première fois. Et donc là, c'est appel d'offres. L'appel d'offres, c'est l'université de Cambridge qui se met à bosser sur le matériel. Et pour la partie logicielle, ils avaient quelques idées, mais ce n'était pas assez avancé, puis ils n'avaient pas. Et il fallait sponsoriser, bien sûr, le fait qu'on allait financer un plan massif de matériel à mettre dans les écoles. Donc, entre autres, Microsoft, mais aussi d'autres sociétés, ont dit on va contribuer. Microsoft, sa contribution, c'était l'outil PXT, qui, sous la forme de l'éditeur que vous allez reconnaître, qui ressemble à l'éditeur qu'on vient de voir, permet de compiler pour cette carte. Donc voilà. Et en 2016, quand le projet est lancé, ils ne plaisantent pas hein, quand ils font un truc, il y avait 1 million d'élèves qui sont rentrés chez eux avec ça. Donc je trouve que ouais, ça a quand même un petit peu de la gueule et ça a continué. Et après, ils ont mis, pour que ça perdure et que ça sorte du cadre pur scolaire, ils ont créé une fondation qui existe toujours, qui héberge en partie tout ça, là, avec le soutien de Microsoft. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Microbit qui a fait évoluer. Il y a eu, ça c'est la deuxième version. Et ils essayent aussi de continuer cet élan à la fois dans les écoles, mais ils se sont ouverts au reste du monde dans un deuxième temps.
Et voilà, j'ai fait partie de leur petit programme Championship, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Et maintenant, il y a essentiellement des enseignants, ce qui est super. Et ils viennent échanger autour de ce qu'ils auraient besoin et ils voient comment mettre en place des tutos supplémentaires, des petits parcours. Il y a beaucoup de choses sur le site Microbit si vous cherchez des idées. Il y en a évidemment ici, comme on a vu tout à l'heure, hein, comment mettre en œuvre tous les petits tutos qu'on a là. Si je vous montre ici, ça, vous commencez à connaître. Bon, il y a un petit guide. Chose intéressante, il y a une émulation relativement fidèle de la carte, si vous n'avez pas la carte, pour commencer déjà à voir si ça peut intéresser quelqu'un ou pas. Et dans une école, s'il n'y a pas assez de cartes, ça permet que tout le monde travaille chacun dans son coin. Et puis après, on peut jongler avec les cartes, les reflasher, ce genre de choses. Hop. Et on va faire ce que font absolument toutes les personnes, et alors là, de 7 à 77 ans quand ils commencent, c'est un des premiers tutos d'ailleurs, je crois, on se rend compte que, donc la petite carte, je ne vous l'ai pas décrite, mais c'est une carte qui a des petites LED, on va les allumer là, qui sont rouges. C'est exactement ce que vous avez là-bas, on va le voir. Il y a 5, ouais, je me doute, quand ça va s'allumer, on verra un peu mieux. 5 lignes de 5 colonnes de LED, donc 25 LED, et avec ça, on peut déjà afficher vraiment des choses. Donc il y a plein de petits emojis qui existent, on va le voir. Il y a du son depuis la V2. Je ne sais pas si c'était une bonne idée quand vous avez... parce que je ne vous cache pas que le jour où ils se sont mis en tête de recréer le jingle de la SNCF, je ne sais pas qui dans la pièce a lancé cette idée. J'avais 10 tentatives, toutes approximatives, bien sûr, parce qu'il fallait... et en même temps, ne soyez pas musicien dans ces moments-là, c'est douloureux. Il y a aussi un accéléromètre à l'intérieur qui permet à la fois de connaître un peu la position, mais de détecter des types de mouvements comme une chute, un pas. Donc c'est des choses qui sont pré-câblées dans le firmware, mais ça permet pas mal de choses. Et il y a aussi un petit connecteur pour mettre une petite batterie pour avoir quelque chose d'autonome. Alors soit une batterie, soit vous savez un petit boîtier avec 2 piles, hop, vous le branchez, ça marche aussi. Ce qui permet par exemple de faire des projets où il se scotche au pied un projet et ça compte les pas parce que ça détecte les pas et ça affiche le nombre de pas. Et dans un deuxième temps, parce qu'il y a aussi un module radio dessus. Donc quand je dis module radio, il fait Bluetooth. C'est pas super fiable en Bluetooth parce qu'il n'y a pas la patate nécessaire derrière et il n'y a pas assez de mémoire, donc c'est vite compliqué. Ça marche, mais c'est compliqué. Par contre, si vous restez dans le mode radio, vous pouvez communiquer entre plusieurs cartes. Et donc, vous pouvez très bien avoir le fameux compteur de pas qui marche sur un pied et une autre carte qui va recevoir le message qui lui met à jour le compteur. Ou alors, c'est une carte qui a eu énormément, je vous en montrerai peut-être quelques-uns, là, des accessoires. Vous branchez la partie qui est toute dorée, là, en fait, ça correspond à toutes les broches du microcontrôleur. Quand vous pouvez, il y a des accessoires, vous pouvez la brancher directement assez facilement et vous pouvez piloter un petit robot avec des roues, il y a des petits, pour revenir dans la musique, il y a des petites gestions de petits pianos, il y a plein des gestions de feux rouges aussi, je sais, il y a une grande passion autour des accessoires, mais ça fait longtemps que ça existe, même avant la microbit, c'est apprendre à programmer un feu tricolore, bon, pourquoi pas. Et donc ça peut faire plein de projets, et si je vous montre donc les fameuses LED, vous voyez que dans les choses dès le départ, on peut tout de suite, hop, si je clique, tac. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vous jure que c'est grisé sur la partie là-bas. Et hop, quand ça revient sur le mode carte, ça met à jour. Donc on peut déjà expérimenter. Donc là, ça peut durer 30 minutes hein, à cliquer, à essayer de faire son dessin. Il faut laisser place à la créativité aussi, hein, c'est important. Et après, ils découvrent qu'en fait, je les ai fait bosser pendant une demi-heure, mais en fait, il y avait déjà plein de trucs qui existaient, quoi. Donc je me fais un peu pourrir à ce moment-là. Mais des fois, c'est le moment de voir si... c'est aussi une façon de voir s'ils osent, s'ils sont allés explorer, s'ils sont allés faire par eux-mêmes. Il ne faut jamais... faut jamais. Selon la sainte vérité de « il n'y a pas de règle et je ne détiens pas la vérité », malgré tout, le fait de laisser explorer et de jamais refuser une exploration, même si ça plante tout et que ça devient trop compliqué, expliquer un petit peu quand même, et puis après on revient à ce qui était un peu prévu, mais il ne faut pas le refuser. Et donc ici, alors je suis avec Vivaldi, cette carte peut être vue soit comme une petite clé USB,
auquel cas, quand je fais download, ça compile un petit firmware que je vais déposer dedans et automatiquement, ça va le charger. Il y a un deuxième firmware derrière qui est toujours la base pour récupérer ce genre de fichier. Ou si vous êtes avec un navigateur qui supporte Web USB, normalement, vous pouvez vous connecter directement. Je dis Web USB pour ne pas donner de nom de navigateur, parce qu'en théorie, maintenant, même Firefox est censé le faire. Donc, c'était le dernier. Safari était juste en retard avant, et puis bon, il y a tous les dérivés. Et puis, Il n'y a pas trop de problème de compatibilité avec ce genre de carte, quel que soit le non. logiciel, que ce soit l'OS ou... Non, parce qu'il y a peu de mise à jour de l'espèce de couche de firmware dessous, et si jamais ça t'arrive ici, tu as un message spécial qui t'envoie sur la page qui va le faire. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir un projet qui a été pensé pour de la distribution en masse dans les écoles, c'est qu'ils se sont vraiment penchés avec des enseignants, enfin ils ont vraiment étudié, pareil, c'est quoi cette carte? Je peux, ouais c'est bon, ouais, parce que je vous garantis que ça arrive. Et puis je peux le prendre, je ne vais pas prendre le jus, et voilà, tous ces sujets-là, il faut les aborder, sinon vous allez dans le mur. Je ne sais pas s'il va le... Si, ben voyez. Il le voit, c'est la petite fenêtre. Si vous avez déjà fait du web USB, c'est le genre de fenêtre que vous pouvez avoir. Donc normalement, voilà, donne. Et est-ce qu'il veut bien maintenant, si je fais download, il va le faire directement ou pas? Suspense. Donc je pense que oui, parce que là, il y a une petite LED qui clignote, qui signifie qu'il est en train de... Ouais, il travaille. Mais c'est très important, parce que comme ça, ils savent que leur programme n'est pas planté. Ça paraît bête, mais il se passe quelque chose. Et là... J'ai pas assez de... Ok. Non, mais attends, après... Non, parce que vous vous rendez pas compte, après, il va être pénible et tout ça. Enfin, tu m'as pris pour un débutant. Voilà. C'est ça que tu voulais, mais il fallait le dire. Attends, j'ai mis un X majuscule. Je vais me faire engueuler, C'est côté CMO que ça gueule. Hein. Voilà, donc quelle est l'astuce pour faire ça? On fait défiler le texte, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. Ça arrive très rarement quand vous êtes en mode visuel, mais, comme tu l'auras remarqué, nous avons à nouveau l'onglet JavaScript et Python. Alors, c'est un peu bizarre. C'est la syntaxe JavaScript et c'est la syntaxe Python, mais c'est toujours le truc PXT dessous qui va faire la compilation. Alors que cette carte est facilement utilisable avec MicroPython, qui est une version pour l'embarquer, et ça marche. Mais c'était deux projets parallèles et ça s'est jamais rejoint. Donc voilà, on peut faire I Love TEDx, tu vois, ça marche. Ici, tout comme il y avait aussi des extensions dans Arcade Make Code, puisque c'est cet ensemble logiciel qui le permet, vous allez retrouver plein de petites extensions qui ont été faites soit directement par la fondation, soit par des fabricants. Un fabricant plutôt connu quand vous faites un petit peu de l'électronique, bricolage pas trop compliqué, c'est Keytronic. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est un petit carré où vous venez plugger la carte. Derrière la carte, il y a une petite batterie à pile et il y a deux servomoteurs en roue libre en fait. Et vous allez pouvoir apprendre à déplacer un objet. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire quand on apprend à déplacer un objet parce que vous avez le rapport au réel et si c'est 10 degrés, c'est pas 20 et si c'est 3 mètres, c'est pas 2 mètres 50. Donc on peut faire plein de choses avec ça. Et voilà, il y a tous les... Du logo like. Où ça, pardon? Non, je voyais le micro-turtle, en fait, logo like. Oui, eh ben oui, puisqu'à l'origine, le logo a été créé pour piloter réellement un objet qui était une tortue au sol, donc ils ont repris l'idée. Et donc c'est juste ni plus ni moins qu'un jeu d'instructions où vous allez dire avance, à droite, à gauche, ce genre de choses, avec la capacité de compiler pour le robot qui doit être associé, j'imagine. Donc voilà, c'est pour vous donner aussi une idée. C'est la carte microbit, la carte plus le câble USB plus la petite batterie avec des piles, je crois que c'est à entre 12 et 14 €, un truc comme ça. Donc ça reste quand même abordable par rapport à plein d'autres projets compliqués. Tous les petits accessoires, c'est 20, 30, 40 €. Ce n'est pas des budgets trop délirants non plus. Les budgets délirants, c'est quand moi je les achète tous. Et je ne regarderai pas l'ensemble de la page pour savoir combien j'en ai sur cette page. J'ai eu une phase très microbit.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais quand je vous parlais de rapport au matériel. Le fait d'afficher des caractères, d'essayer de dessiner une petite crotte en emoji en 5 par 5, ça peut donner, on peut se concentrer pendant des heures. Le petit cœur, c'est sympa, mais après on découvre qu'on peut en afficher deux avec un cœur petit, un cœur grand. Mais ouais, ça marche pas le premier coup, alors eh ben oui, mais parce qu'il faut mettre une petite temporisation entre les deux. Ah, mais après je pourrais faire une boucle. Donc c'est comme ça qu'on va dérouler les différents concepts. Dans la partie avancée, c'est quand on commence à avoir des choses plus, voilà, vous pouvez leur apprendre. Quand je dis qu'on a un lien avec ce qui est derrière, c'est do something, ben oui, il va falloir coder réellement là par contre. Voilà. Moi je continue, j'ai pas entendu les pizzas étaient là, j'y vais. Hein. Une question quand même. Oui, bien sûr. Ça vient quand même de l'éducation nationale anglaise. Oui. Quelque chose qui a été massifié. Oui. Par contre, est-ce qu'il y a une étude d'impact sur ce que ça a apporté en fait là, Je ne saurais pas te répondre, mais c'est une excellente question et je pense qu'il y a une étude qui a été faite. C'est juste que je n'en ai pas la connaissance. Il y a... savoir si vous étiez satisfait en fait de la démarche globale d'un- Alors je dirais que oui, puisqu'ils ont remis la main à la poche pour la version 2, c'est parce qu'il y a eu un deuxième tour de table, y compris gouvernemental, pas que des entreprises. Donc. Mais oui, j'aurais tendance à dire, j'ai eu la chance de pouvoir, donc grâce à Josh, avoir quelques contacts et avoir quelques écoles. C'est connu. En Angleterre, les jeunes connaissent la carte microbit. Donc c'est que ça s'est diffusé quand même. Après, tu vois, lancement 2016, ouais, ça fait presque 10 ans. Ça pourrait commencer à disparaître. Donc il fallait peut-être voir. Mais je ne pense pas, puisque par exemple, le programme Championship continue. C'est des cohortes de plus en plus nombreuses d'enseignants. Donc le truc, c'est que ça s'est diffusé mondialement maintenant. Donc c'est un peu comme Raspberry, dire est-ce que ça marche pas dans l'éducation nationale anglaise. Peut-être que ça s'est dilué quand même, probablement aussi. Et je me le note parce que c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe d'aller creuser. Rachel, si tu m'entends, je vais t'envoyer un email. Voilà, qui travaille à la fondation, qui est adorable, qui est quelqu'un de génial. T'as demandé, t'as fait un mot des parents, toi, pour avoir le droit de partir comme ça? Bonne soirée. C'est bon? Ah ouais, ça va. En tout cas, merci. Un autre, donc j'ai parlé du sujet d'utiliser les jeux vidéo. Il peut y avoir autre chose qui peut intéresser, c'est la musique. Pour des raisons évidentes, je n'ai peut-être pas le talent pour et il n'y a pas d'enceinte, on ne va pas faire ça pendant 3 heures. Mais je vais vous montrer deux des outils. Il y en a d'autres. Il y en a un troisième qui est un nom rigolo qui s'appelle Sardine, qui est en Python, qui donc normalement devrait me concerner à 200%, qui juste ne marche pas sur ma machine et je n'ai pas encore trouvé pourquoi. Ils sont à peu près tous basés dessous sur le même outil qui va faire de la génération d'ondes sonores et des choses comme ça. Deux philosophies un petit peu différentes et surtout deux langages derrière. Vous allez avoir... Alors j'ai connu d'abord Sonic Pi, je pense qu'il est plus ancien que Strudel, mais là je ne vous l'affirmerai pas parce que je n'ai pas regardé les dates. Sonic Pi qui est basé sur Ruby. Vous allez voir, de toute façon, ça n'a pas de grosse importance. Et Strudel, c'est plutôt du JavaScript. Mais à l'arrivée, c'est plutôt basé sur la technologie. Mais ce que vous allez écrire, c'est évidemment je veux un son, je mets un filtre. Donc, c'est des noms de méthodes. Vous n'allez pas voir le langage. Néanmoins, pour les boucles, pour les petites choses comme ça, vous pouvez retomber sur du code. Donc, je vais vous montrer les deux, mais quand même, pour moi, une différence aujourd'hui. Sonic Pi a la capacité d'avoir un flux audio entrant, c'est-à-dire que vous pouvez coder votre musique, mais avoir aussi un instrument qui arrive par une carte audio. Donc c'est une petite différence par rapport à Strudel qui ne l'a pas. Par contre, je trouve que Strudel reste très dynamique en développement. Et Sonic Pi, c'est pas qu'il meurt ou qu'il disparaît, c'est juste qu'il y a un projet qui s'appelle To5, qui est Sonic Pi dans le navigateur. Donc il y a du WebAssembly, des choses comme ça. Et c'est pas encore... c'est le moment où c'est pas encore sorti. Donc peut-être qu'il y a un moment où il y aura une bascule. On n'y est pas encore. Et c'est Sam Aaron, le créateur de Sonic Pi. Dans les activités qu'il a pour en vivre, il vient aussi de sortir un espèce d'outil, mais on dirait plus un outil que vous auriez dans un studio pour produire des sons, mais qui est basé sur les technologies, alors plutôt les technologies de To5, qui est celle où il a fait le plus de recherches.
Mais Sonic Pi est déjà suffisamment abouti. Je vais vous montrer Sonic Pi et puis on fera un bout d'essai avec Strudel en termes de son. L'écosystème aussi de Sonic Pi est plus ancien et du coup il y a un peu plus de tutos, de choses un peu plus pédagogiques qui sont inclus en fait. Parce qu'il l'a utilisé, alors il avait deux passions, c'était évidemment tout le monde de l'électro, enfin tout un monde musical que je connais moins bien. Mais lui c'était son truc et ça lui permettait de faire aussi des prestations. Il fait des prestations dans des clubs ou des choses comme ça. Il ne pouvait pas faire DJ parce que c'était pas son truc, mais faire du live coding, il kiffe. Il y a des plugins, alors dans les deux c'est vrai, qui permettent aussi d'avoir, en réaction à ce que vous codez comme musique, une interprétation visuelle. Du coup, ça rend quelque chose en termes de show, en fait. On arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Je ne pourrais malheureusement pas beaucoup plus zoomer, mais quand même vous montrer. Ce qui est très intéressant, c'est que Sonic Pi, vous l'installez sur votre machine, donc pas de connexion Internet après, tout va bien. Dans un atelier, ça peut être important. Et surtout, tout est inclus, c'est-à-dire qu'il y a même, ouais, ça on ne le voit pas très bien, mais il y a vraiment toutes les explications, tout le tuto, tout le guide qui est disponible sur le site web, mais il y a vraiment tout ici, y compris la doc de référence, donc on peut vraiment être autonome là-dessus. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Je ne sais pas quelle bêtise j'avais laissé traîner, peut-être que si, ça sonne peut-être. Le principe, vu que c'est pensé les deux, vous avez trouvé les mêmes concepts pour faire du live coding, donc un show musical, c'est qu'une fois que vous avez lancé, vous pouvez modifier votre code, il ne se passe rien, et tout à coup, vous dites, vous faites l'update. Et là, je trouve que Sonic Pi est même encore plus fin dans sa façon de garder la synchro avec ce qui se passe. C'est-à-dire il va garder cette espèce de cycle de vie de votre musique. Vous allez certes pouvoir donner des instructions pour changer le tempo et des choses comme ça, mais toutes les modifications vont vraiment se recaler. Donc il n'y a jamais rien qui bave et qui déborde. Strudel, j'ai eu 2-3 cas où j'ai pas compris ce qui s'était passé, où ça va un peu déraper. Mais après, j'en fais pas suffisamment. Est-ce qu'on va entendre? Voilà. Donc là, c'est le truc de base. C'est vraiment, on définit des formes d'ondes simples, en sachant qu'après, bien sûr, on peut importer des samples. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de code. Mais je trouve qu'on arrive déjà à un niveau d'expressivité. Bon, après, vous aimez musicalement ou pas, c'est un autre sujet, hein, mais vous pouvez réellement créer quelque chose. Vous avez vu, j'ai laissé le petit module qui fait juste... Mais c'est ce genre de module qui est vraiment plugué au sein de Sonic Pi et vous avez vraiment des animations, éventuellement avec des fractales. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a vraiment des shows qui sont très... visuellement, je pense que ça doit être vraiment intéressant. Pour vous donner un peu plus le détail de comment ça marche, même si c'est pas Sonic Pi, on va faire avec Strudel aussi. Parce que Strudel, il y a deux choses. Ah bah oui, je vais vous montrer un truc aussi qui est sympa. Si vous êtes dans... Il y a une extension pour VS Code qui n'a qu'un seul avantage pour moi, c'est que je vais pouvoir faire un truc vachement bien, c'est utiliser les snippets. Mais c'est pas complètement innocent, c'est-à-dire que je pense quand vous préparez alors au début, alors il y a toujours le live coding pur et dur, c'est je code vraiment ma musique au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, il y a quand même, j'ai mes petites briques de bouts de son que je sais que je vais vouloir amener, donc c'est entre le live coding et un peu du DJing, si je peux faire la comparaison entre les deux. Moi, là, c'est juste parce que je me rappelle de rien sinon. Voilà, donc là, c'est passionnant. Ça marche avec un système de cycle, c'est-à-dire que ici, le S, c'est juste pour sound, BD, c'est bass drum, c'est le côté batterie. Voilà. Si je fais ce genre de choses et que je lui dis de faire un update, voilà, c'est aussi complexe que ça, hein, c'est fou. Hein. Ah ouais, là, je pense que David, si tu m'entends, je suis derrière toi. Il y a d'autres trucs. Je parle dans une approche, si je vous montre ça comme ça, c'est pour vous montrer, il s'est passé un truc entre les deux que vous pouvez expliquer quand vous parlez de développement à quelqu'un. C'est que l'outil, il est fait pour ordonnancer les choses. Et là, il voit que le dernier, en fait, parce qu'il n'est pas fait pour tout interpréter et tout garder en mémoire. Mais après, comme tout le monde pense à toujours tout, il y a une solution au problème. Et vous montrer qu'il y a un système qui s'appelle Stack. On va pouvoir aborder les notions de fonction, par exemple, les notions de paramètres, les notions... Voilà. On peut commencer à discuter de choses. Alors, musicalement, on est toujours dans quelque chose d'extraordinaire. Hein.
Je vous ai entendu rire. Je comprends pas. Ouais, c'est ça. La différence est peut-être pas flagrante, mais c'est juste pour vous montrer que, inclus dans le produit, il y a des banques de sons. Les deux sont capables de... Il y a des formalismes qui ont été mis au point. Vous pouvez importer votre banque de sons, de votre synthé, votre style musical. Vous avez tout ce genre de choses. Vous voyez que vous avez des capacités d'action. On peut montrer... C'est quand même un pattern assez sympa. On dirait un pattern builder, vous ne trouvez pas? C'est sympa, non? Où vous allez pouvoir empiler ce qui va se passer concrètement. Ce que je voulais vous montrer d'autre, on peut aller... J'ai fait très attention à ne pas reprendre... Il y a des exemples fabuleux de musique très connue, mais comme il y a un replay, je ne voudrais quand même pas causer des problèmes. Là, ce qui a été rajouté, c'est toute la partie, on va pouvoir gérer les volumes. Si je vous le montre, c'est que là, il manque un truc à l'extension que je vais vous montrer dans la partie site web, qui fait la même chose, plus le fait que certaines de ces valeurs peuvent devenir des petits composants web, genre un slider. Et donc, vous allez pouvoir jouer sur les volumes, sur les enveloppes, sur les filtres, tout ce qui est normalement dans les outils de quelqu'un qui fait une musique électronique en live. C'est horrible, qu'est-ce que ça me casse la tête, cette musique. Mais rien pour vous montrer qu'on peut aller plus loin dans l'horreur. On va aller jusqu'au bout. Je suis allé au bout, je l'ai fait déjà, le 7. Oui, c'était celui-là déjà. Non, ça c'est parce que j'ai rajouté. Bah là, vous l'entendrez pas. Là, c'est quand il rajoute un système de panne et un filtre sur la batterie. C'est tout ce qui est rajouté. Et heureusement, il y a aussi un autre raccourci qui permet de tout stopper. Et moi, je suis en face. Hein. Non. Après, le côté style musical, il faut, pour que quelqu'un passe du temps là-dessus, il faut quand même qu'il y ait un intérêt avec le style musical aussi. Bien évidemment que si vous n'avez pas d'atome crochu avec la musique électronique, vous ne pouvez pas accrocher à ça. Ou alors vous le faites vraiment parce que vous avez promis d'aller à TEDx. Mais et je voulais quand même vous montrer, hop, dans Strudel. Donc là, sur la partie site, on va retrouver plus la logique de SonicP, c'est-à-dire que vous allez avoir des explications, vous allez avoir la partie learning, vous allez avoir la partie partage que vous n'avez pas dans l'extension, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Si je fais là, tiens, c'est bizarre, il l'a pas... Ah oui, ça c'est le côté arpeggio. Tac. Voilà, donc c'est pour vous montrer qu'ils ont décidé de faire directement sur l'éditeur, vous avez la partie visuelle. Le principe de faire ces live coding dans les événements, c'est de montrer réellement ce qui se passe. Hein. Il ne s'agit pas juste de vous taper et puis les gens écoutent la musique, ils veulent voir ce qui se passe à l'écran. Voilà. Je suis toujours pas ultra fan musicalement, mais je reconnais qu'on peut aller déjà plus loin, que derrière, là, il y a le... Chut, silence. Ça va, hein? C'est parce qu'il y a un sample derrière. Donc vraiment, là, c'est si le côté, c'est pas le jeu vidéo, mais ça peut être la musique, ça peut aussi... Alors, je trouve l'approche beaucoup plus légère, ça va plus être de la logique que du développement à proprement parler, mais quand même, en creusant, vous allez retrouver des concepts de boucle, concepts de variables, vous allez quand même avoir des trucs, mais je dirais plus que c'est plus pour garder l'intérêt sur le sujet. En soi, c'est plus compliqué d'apprendre le développement logiciel avec ce genre d'outils. SonicP peut-être un peu plus. Il n'y a pas un outil qui permet de lier un de ces outils-là avec du Blockly Non, pas à ma connaissance, oui. Par des gamins, Où tu aurais des choses plus faciles. Alors, il y a plein de choses qui sont envisageables, mais c'est pas forcément le côté... c'est pas forcément le côté visuel qui les intéresse. Il se trouve qu'une fois, il y a un bénévole chez Mixteam qui adore développer avec le langage F#, que je ne connais pas. Un langage de chez Microsoft, si je dis pas de bêtises, fonctionnel. Je m'arrêtais là parce que je vais forcément dire une bêtise sur le langage, mais peu importe. Il avait dit j'aimerais faire un atelier où je leur fais faire quelque chose avec du F#. Alors, je le regarde comme ça. Et on va faire avec la méthode, vous savez, où il y a, les gens sont autour de la machine, mais devant. Il y a un qui se met au clavier. Tout le monde dit ce qui doit se passer et on tourne. Voilà. Je ne sais pas quel est le nom exact de cette méthode. Merci. Et bien, ça a très bien fonctionné parce qu'il avait préparé, il ne faisait pas réellement du F#, il avait fait un DSL, il avait fait un langage adapté. Par contre, ça a duré l'après-midi, ils tournaient tous, et ceux qui ne faisaient pas l'atelier venaient parce qu'évidemment, ils ont recréé des mélodies. Il y a une des jeunes filles présentes qui faisait beaucoup de piano, mais qui n'avait pas trop envie de coder ça, mais du coup, elle pouvait les aider sur... parce que ça utilisait la vraie notation musicale, donc ça peut faire aussi un outil. Mais visuel, non, j'en connais pas. En visuel, j'en ai pas. J'en ai pas actuellement.
mais peut-être que ça existe, mais non, j'ai quand même cherché ce genre de truc. Non, j'en connais pas. Si vous en connaissez, je suis preneur. J'ai rien contre. Vite fait, pour qu'il y ait quand même des explications autour de ce qu'est une IA, de ce que n'est pas une IA. Il y en a plein d'outils de ce genre-là, mais il y en a quand même plein où le but, c'est de vous vendre un truc à l'arrivée. Paradoxalement, le premier qui a fait ça, c'est quand même quelqu'un qui a plein de trucs à vous vendre, c'est Google. Mais sur l'IA, ça reste un outil gratuit qui est super bien foutu. Je vais quand même vous le montrer. Et je ne sais pas si je te l'ai déjà montré, celui-là, Stéphane, mais tu vas voir que cet atelier qu'on s'est embêté à faire à travers toutes les conférences prend à peu près 5 minutes à faire avec ça. C'est horrible. Donc, il va y avoir différents... Enfin, c'est des projets déjà calibrés. Je vais vous faire... Hop. Donc, il y a aussi le côté, vous pouvez entraîner un petit modèle que vous allez pouvoir mettre sur de l'embarqué et des choses comme ça. Là, c'est un projet sur... alors, ils disent, à plein d'endroits, il y a toujours cette dualité du vocabulaire. En vrai, ça s'appelle du machine learning et pas de l'IA, mais c'est une des branches de l'IA maintenant, on va dire comme ça. Toujours est-il que là, le but, c'est de définir ce qu'on appelle des classes. Donc, je vais essayer de faire un geste devant la caméra et on va faire des classes et il doit les reconnaître à l'arrivée. Voilà, donc on va faire Pierre. Hop, je mets la webcam. Donc là, voilà. Donc j'appuie et je mets mon poing un peu dans toutes les positions, plus ou moins, on va faire à peu près. Hein. Ça fait peur, hein? On faisait 2h30 d'atelier pour faire ce genre de choses. Hein. Ça fait mal. Alors, feuille, je fais un parti pris. Hein. On verra si ça marche ou pas, c'est pas très important, c'est pas le but. Et ciseaux. Hop. Voilà. Ah, je l'appelais ciseaux, c'est vachement plus soft. Ensuite, merci Monsieur Google, mais hop, il vous propose ce qu'il faut et c'est plutôt bien fait, parce que vous voyez, ça ne met pas 40 jours à faire ce qu'il faut en termes d'entraînement dessus. Et là, si je lui fais ciseaux, il l'a plutôt reconnu. Feuille et sa feuille, je pense que ça va, si, voilà, parce qu'il avait un, et Pierre, il ne va pas être d'accord, si, voilà. Ça marche à peu près quand même, c'est quand même pas mal. Donc là, évidemment, là c'est pour vous montrer d'un coup, mais vous pouvez aborder toutes les étapes, ne pas vous priver au moment où vous saisissez les images à faire un petit tour côté RGPD et leur expliquer ce qui se passe sur Internet avec leurs photos et la vie privée. Et en tout cas, vous avez fait une initiation qui est assez complète et étrangement, ça va, je trouve, vachement loin parce que vous pouvez vraiment exporter un modèle qui va vraiment être utilisé, mais là, vous faites plus de l'initiation, quoi. Vous partez avec un modèle TensorFlow et en avant. Mais ça marche très bien, hein, mais donc ça peut aussi être un outil, quelque part, on en parlait tout à l'heure, c'est pas, quand je dis de 7 à 77 ans, ça peut être à un moment donné, vous voulez expliquer les concepts du machine learning à quelqu'un, vous lui faites cette étape-là, et peut-être qu'après, ça c'est la première matinée, vous jouez avec ce genre d'outil, et à partir du reste de la semaine, vous allez faire le code avec TensorFlow, ça peut être en 2 étapes, ça peut être ce genre de choses. Donc il y a des cas où l'apprentissage est dans un contexte particulier, ce genre d'outil, ça peut servir. Donc ils ont des choses avec de l'audio, ils ont des choses avec du texte. Vous allez retrouver tous ces outils-là dans Teachable. Hop. Bon, je trouve que ça parle trop fort dans l'événement à côté, c'est quoi ça? Là, je l'ai mis dans la catégorie IA, mais je tenais particulièrement à vous montrer celui-ci. C'est VitaScience. Ils ont plein d'outils qu'ils ont d'abord développés 100% pour des programmes éducatifs pour les écoles. Ils bossaient avec des écoles. Leur tout premier projet, c'était un projet qui permettait à une école tout au long de l'année de construire un véritable ballon fait pour être lancé dans l'atmosphère avec tous les capteurs qui, quand ils retombaient, ils récupéraient les capteurs et ils travaillaient sur les données météo qui avaient été récupérées. Ça a été le cœur de ce qu'ils ont fait. Et après, ils ont étendu ça. Et en étendant ça, eh ben, ils sont retombés sur plein d'autres sujets. Si je clique sur programmer, voilà. Ils ont aussi un éditeur qui marche avec les cartes microbits. Ils ont aussi quelque chose pour Arduino.
pouvez faire du pur Python. Ils ont tout un chapitre dédié à l'apprentissage. Il y a des cours pour la peine. Là, il y a vraiment tout un déroulé pédagogique. Si vous êtes quelqu'un lambda, vous avez accès à moins de choses. Si vous êtes une école, vous avez un compte particulier, vous avez accès à tout. Enfin, tout est articulé, tout est pensé autour de ça. Ça, c'est le petit robot que j'ai évoqué à un moment donné. C'est le robot Timio. C'est pareil aussi pour la découverte des bases de la robotique, de la programmation embarquée. C'est vraiment bien. Parce que, donc là, c'est un vrai robot avec des capteurs à l'avant, à l'arrière, des roues, des lumières sur le dessus. Sauf qu'au départ, on n'a même pas besoin de quoi que ce soit pour programmer. Il y a des boutons dessus, on peut juste programmer des séquences avec les flèches, il va se déplacer. Donc on commence de là, et à l'autre bout, on va finir. Il y a un IDE de développement en JavaScript, je crois. Et entre les deux, il y a un outil de type bloc entre les deux. Donc là, c'est pareil. Si c'est quelque chose que vous voulez, si c'est pas juste du one-shot, ça peut être intéressant aussi. Une école, un atelier comme Mixtine, on en a, parce qu'on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, alors il y a plein de choses, hein, il y a vraiment plein de choses. Vous voyez la partie ressources là-haut. Vous avez tous les petits parcours qu'ils proposent. Vous pouvez même en créer et contribuer, enrichir. Il y en a un à moi quelque part, je crois, là-dedans. Donc voilà, on voit les gens qui ont contribué. On peut proposer. Donc à chaque fois, il y a, suivant comment vous y accédez, en plus, ils ont mis toute la plateforme, elle est vraiment pensée pour l'enseignement. C'est-à-dire qu'un programme à partager de ce type-là, il y a le carnet de route pour l'enseignant et le carnet de route pour l'étudiant. Donc ça permet d'avoir des choses déjà toutes prêtes et je trouve que c'est quand même pas mal. Tout n'est pas gratuit, mais il y a quand même beaucoup de choses gratuites. Et si vous avez un peu de sous, c'est le genre de projet, prenez un abonnement juste pour les soutenir, c'est sympa aussi. Voilà, bisous Vita Science. Et je crois qu'ils vendent aussi du matériel, si je dis pas de bêtises. Donc si vous cherchez des idées, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez eux, mais ça vous donne des idées de... Ah, il y a moins de choses qu'avant. En tout cas, ça va avec les plateformes qu'ils ont à côté. Donc voilà. Et vous allez trouver je ne sais combien de dérivés de tout ce que je viens de vous montrer chez tous les constructeurs qui font des petits projets d'électronique de do-it-yourself parce que notamment les entreprises en Chine ont trouvé cet outil, l'outil PXT et les blocs-li, vous définissez les blocs qui correspondent à votre matériel en termes de compilation, hop, vous mettez en ligne, c'est un site web et ça fonctionne, quoi, donc c'est vachement bien. Donc il y en a beaucoup qui ont fait leur propre truc, il y en a certains qui ont contribué par exemple dans certains cas quand c'était dédié à Arcade Make Code, ouais, ça reste sur le même formalisme, donc vous allez retrouver pas mal de choses. Et je ne vais pas plus loin parce que là, si on commence à partir dans le do-it-yourself, c'est une deuxième soirée qu'il faut. Ça va, vous tenez, les pizzas sont pas là, j'ai tué personne, je peux continuer, vous me dites, hein, vous n'hésitez pas. Je vous ai pris deux exemples d'outils pour de l'initiation à Python. Donc pirate, c'est vraiment le truc qui marche d'enfer. Donc vous choisissez votre pirate, moi j'adore Marie, je trouve qu'elle a vraiment une tête de badass. Hop. Au passage, là, il y a un... ça me le met là. Quand ça démarre une partie, ça vous met un petit code. Et c'est ça leur système de sauvegarde, en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez aussi créer un compte parce qu'il y a du contenu supplémentaire, mais vous n'êtes pas obligé, quoi. Hop. Et après... et malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait la version en français sur celui-là. Ouais, je ne crois pas. Donc là, par exemple, j'ai fait du Pirate avec Mixtine à PyCon. Mais c'était avec. Je m'occupais de 2 enfants sur cet atelier-là parce qu'il faut les guider. Ils comprennent vite, hein, mais le début, ils sont incapables de lire ne serait-ce que les explications, c'est quoi l'objectif. Donc l'objectif, puisque vous ne pouvez pas le lire, vous comprenez parfaitement l'anglais, mais vous avez du mal à le lire, c'est trop loin. La petite pirate qui est en haut, là, il va falloir qu'elle descende chercher la clé. Et une fois qu'elle a la clé, il faut qu'elle aille ouvrir le coffre. Et en fait, on va avoir des contraintes qui sont ajoutées. Par exemple, là, la contrainte, c'est... peut-être pas dès le premier niveau, je dis peut-être une bêtise. Si, il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 lignes. Vous allez tout de suite voir où ça tombe. Je vous casse un peu le suspense tout de suite. Donc si j'avance, je tombe, hop, j'arrive sur la première pierre, je me tourne vers la droite. Je marche, oups, je tombe, je me tourne à gauche, je marche,
en sachant qu'après, quand vous allez exécuter ici, donc là, vous avez la version la plus lente si vraiment il y a besoin de voir le détail, mais si vraiment vous voulez aller vite, évidemment, il y a heureusement ce mode-là. Voilà, c'est pas trop mal. Donc vous pouvez faire par étapes, vous pouvez constater. Si jamais, j'en sais rien, je fais une faute. Le problème, c'est que comme il interprète, il faut attendre d'être... Voilà. Il vous indique quand même, il y a le concept d'erreur. Dans certains cas, quand c'est vraiment évident, il est même capable de vous suggérer ce qu'il faut mettre. Pas du tout, c'est pas ce que je voulais faire, parce que quand on en est là... Merci. C'est pas... Je débute, c'est pas simple. Et là, il y a déjà des enfants qui vous surprennent en disant « Ah, mais moi, je sais ce que c'est le copier-coller !» et qui vont faire copier-coller, copier-coller. Donc, il y en a 16. Et ouais, mais si vous mettez 16 instructions, déjà rien que pour traverser l'écran, alors que vous avez une consigne à 10 lignes, ça ne marche plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien là, c'est là où on leur explique qu'ici, il y a tout un menu d'aide, malheureusement en anglais, mais vous allez leur parler de tout ce qui est boucle. Alors, pour expliquer, moi, j'aime beaucoup, il faut un parallèle quand même avec Scratch. Comme ça, potentiellement, ils retombent sur quelque chose d'un peu familier. Et puis, encore une fois, si c'est des instructions qu'ils découvrent, ou si, comme moi, c'est juste quelqu'un qui est un peu feignant, il y a la possibilité de copier en plus le petit bout d'exemple, ce qui n'est pas plus mal. Hop. C'est superflu, les accolades, ça sert à rien. Il n'y a que les faibles qui utilisent les accolades. J'entends tout d'ici. Vous savez qu'un enseignant dans sa classe, il entend tout ce qui se passe. Je vous conseille un jour, si vous avez la possibilité de donner des cours, je l'ai fait, et bon, il y en a qui sont traumatisés, mais on entend tout ce qui se passe dans une salle. Je te promets, c'est vrai. Bon, voilà, là, ça devrait fonctionner. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait 11 lignes, j'ai dû rater un truc, là. Ah, c'est là, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai merdé, là? Ah oui, en haut. Merci. Ça va, c'est pas grave que ça soit un dièse et pas des slash en haut pour les commentaires. Bon. La INSET, elle sert à rien. Ouais, tu as raison. Tu as raison, j'en ai fait un de trop. Ça se trouve, ça va tout planter. Je ne sais pas ce que sera ma vie après ça. Voilà, c'est parce que je veux pas que vous repartiez avec la frustration de ne pas avoir le coffre. Voilà. Donc, on reprend le côté, la satisfaction, et ça s'enchaîne, et après, vous allez avoir l'instruction qui permet de sauter au-dessus des barils. Après, il y a des barils plus ou moins hauts, donc il faut savoir la hauteur où vous sautez. Enfin bref. Donc le principe, c'est de garder un côté, il y a une action qui se passe dans un environnement un peu ludique, mais petit à petit, vous allez engranger un petit peu de connaissances autour du langage lui-même. Donc ça reste ludique, ça reste très abordable. Ça peut se faire, malheureusement, ça peut se faire en autonomie uniquement s'il y a une compréhension de l'anglais. Donc ça peut marcher, arriver à un certain niveau au collège, ça peut fonctionner aussi. Ce n'est pas non plus des explications trop complexes. La page Google ne marcherait pas. C'est une excellente question. Tu crois que ça passerait, ça? Si je lui fais ça. Ah non, je le fais directement. Pardon, j'avais pas vu. Oui, tu as raison. Je savais que c'était bien de venir ici. Il te traduit que l'explication et même pas le code. Si, mais alors du coup, Le code, il va marcher moyen. là, je pense qu'il va se passer. Allons jusqu'au bout. Courir. Il faut faire replay level. Mais ouais. Parce que c'est que de la surcouche. C'est qu'une surcouche graphique par-dessus. Alors, peut-être à gauche, il arrive. Mais donc du coup, si tu l'écris Non. vraiment... Tu viens réinventer le logo là quand même. Hein. C'est très littéral comme traduction quand même. Me donnez pas trop d'idées à la seconde. Oui, ouvrir poitrine, c'est pas terrible. Mais effectivement, je pense que si tu tapes marche, ça va pas marcher. C'est la traduction qui a fonctionné. Eh, vous êtes pire que moi en fait. Ça fait plaisir. Hop. Toujours personne qui m'arrête, moi je continue. Elle est partie chercher pizza, bah, très bien. Donc là, c'est pour arriver à une étape. Alors ça reste un petit peu ludique, mais c'est un peu l'étape d'après où il y a l'apprentissage est quand même un petit peu plus précis et pointu sur le langage. Vous allez avoir un certain nombre de missions à réaliser.
Mais là, pour la peine, l'émission, ça va vraiment être déclarer une variable, modifier une variable. Donc c'est pareil. Malheureusement, en anglais, je n'ai pas de proposition équivalente en français encore. Mais voilà, vous avez des aides si vous cliquez, vous pouvez lancer votre code, vous pouvez vérifier les solutions des autres. Suivant si vous êtes... Alors évidemment, là, on rentre dans une zone où il y a plus de fonctionnalités si vous vous abonnez dans la version payante, évidemment. Notamment la vérification de solutions que proposent les autres, parce que vous pouvez partager. Bon. Donc là, c'est plus, on arrive plus sur des plateformes. Il y a Exercism aussi qui fait ça, qui est multilangage, mais là, on est plus sur de l'apprentissage presque pro. Vous avez vu ce genre de plateforme, mais avec dans le monde de l'Eric Fantasy, où on avait la notion de plusieurs personnages à faire avancer. Oui, il y a plein de dérivés, plus dans l'esprit de Pirate, en fait. C'est ça. Où on va vous donner une logique, vous avez un petit bout de donjon, vous avez un personnage, vous devez trouver la sortie, récupérer des objets, éviter les ennemis, les éliminer. Il y a plein d'exemples comme ça, oui. Après, tu peux continuer sur l'équivalent des robots war ou un truc comme ça. Où tu programmes Oui, tout à fait. Oui, ça peut aller loin. Ou il y a les coding games, les trucs comme ça. Après, moi, je suis moins fan parce que il y a une petite marche un peu costaud pour démarrer. Et la plupart de ces plateformes sont quand même axées performance et vite compétition, en fait, ce qui est intéressant en soi. Mais du coup, il y a un tout petit peu moins, même si c'est abordable, il y a un peu moins d'échanges, un tout petit peu moins d'aide. J'avais vu les robots war, mais avec effectivement, c'était où on avait vu toute la montée de Blockly. Ouais. Vous avez tenté de mettre ça où il y avait 4 joueurs qui Oui. mettaient en place la stratégie de leur robot. Ouais. C'est la plupart des petits défis que tu as sur Coding Game, c'est ce genre de choses. Tu programmes un comportement et il y a un affrontement qui se fait sur un objectif à réaliser en fonction des jeux. Donc oui, là, évidemment, 14 c'est déjà beaucoup, je pouvais t'en faire 48, mais, mais oui, dans le type jeu, il y a beaucoup de petits jeux un petit peu de fantasy, où tu te balades dans un donjon, tu explores un monde, ça peut être sympa aussi. Et là, on va rejoindre, alors, je vous parlais du monde du jeu. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous montrer, en fait. Est-ce qu'on fait l'acrobatie? Alors, Fuse 4 et Game Builder Garage, c'est des applications sur Switch. Le Game Garage Builder, c'est plus visuel. Vous allez avoir une scène, vous allez avoir des assets graphiques et vous allez coder des comportements, mais avec un peu des graphes de logique, en fait. Là où Fuse 4, c'est une sorte de basique avec déjà tout prêt pour vous pour développer un jeu, avoir vos assets, ces choses comme ça. C'est un peu contraignant en termes de créativité parce que les clauses de développement d'un jeu chez Nintendo font que c'est compliqué d'importer vos propres, par exemple si vous voulez dessiner vos propres sprites, c'est plus compliqué. Donc ils ont des choses un peu limitées prévues dans les deux cas pour avoir ça, mais du coup c'est un peu plus frustrant. Je le montrerai peut-être après, quand on aura terminé. J'ai amené la Switch avec le... C'est compliqué à vous montrer comme ça. On a fait un test, moi j'ai amené mon socle, mais ça rend rien, ça marche pas en plus là avec le socle que j'ai amené. Je pourrais vous le montrer. Et après, voilà, le timing, qu'est-ce qu'il est parfait. J'ai mis deux exemples où, pour moi, on peut avoir une petite approche d'apprentissage dans des jeux. Greyhack, c'est un jeu qui vous met dans la peau d'un hacker. Alors, c'est pas de l'apprentissage, il y a un peu de développement, mais pas beaucoup, mais je trouve sympa l'approche où on vous montre, pour la peine, je n'ai aucune idée de comment ça se passe dans le monde réel, mais il paraît que ça ressemble quand même pas mal à comment on pénètre un serveur, par quelles astuces. Il y a tout l'aspect, il y a un petit côté RPG, roleplay, où vous allez faire un petit peu d'échange d'emails pour obtenir des informations des gens dans une entreprise. Donc, c'est peut-être moins sur l'apprentissage du développement logiciel, mais côté apprentissage de la réalité du piratage et de la sécurité des données dans une entreprise, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Il y a
pas mal d'outils autour du réseau qui sont certes simplifiés puisqu'on est dans le cadre d'un jeu, mais vous allez avoir des connexions Telnet, SSH, est-ce que le ping marche ou marche pas, comment je fais un rebond SSH, qu'est-ce qu'un proxy. C'est quand même déjà un peu, faut déjà s'accrocher un petit peu, mais pareil, plein de vidéos, plein de tutos, sympa. Et je pense qu'on va finir là-dessus, et je vous fournirai tous les autres slides, parce que j'ai d'autres bonus et tout, et on pourra en parler après. Mais je m'étais promis de vous montrer, on va voir si le réseau est suffisant. Je vais vous montrer Autonaute, parce que vous allez voir qu'on peut aller jusque dans un jeu et avoir un environnement de développement. Je vous conseille... non, rien, je déconne. Il y a plein de jeux que je peux vous conseiller. Mais quand même, la Chine fait des super jeux de rôle en ce moment. Voilà, je ne vous parlerai pas de War Windsmith, mais c'est pas mal. Autonaute. Hop. On va voir. Même si ça rame, c'est pas grave, vous verrez le visuel. Tu peux partir ou pas? Non, mais j'ai prévu de lui faire une séance spécifique. Après, on prend le temps en même temps qu'on mange une pizza. Je ne sais pas si le réseau va être suffisant pour GeForce, parce que là, je vais continuer quand même. Tant pis si ça rame. Le principe est intéressant pour l'approche de la logique. Le jeu vous met dans la peau de quelqu'un qui se retrouve sur une planète, et votre but, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une nouvelle vie qui puisse apparaître. Et au début, vous faites les actions vous-même, et quasiment tout de suite, vous pouvez créer des petits robots. Salut, c'est Danky. Voilà, j'y joue beaucoup trop. Hop, je vais vous montrer tout de suite une partie avancée. Oh, j'adore les sons. Je vous les laisse un peu quand même, moi j'aime bien. Donc je suis le petit personnage qu'on voit se balader. Et ce petit personnage, vous voyez, il peut mettre des choses dans ses mains et après il fabrique des outils. Et en fait, toutes les actions que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir les reproduire avec un robot. Donc, par exemple, est-ce que j'en ai un de dispo là? Voilà, on s'en fout, c'est une partie, allez. Hop. Donc, pour l'aspect jeu, vous avez des objectifs, on vous aide à franchir des étapes, on vous dit où aller, il y a pas mal de choses. Maintenant, j'aimerais... Voilà. Merde, ah oui, c'est moi qui ai fait... Ça, c'est mes lunettes. Vous pouvez pas me le dire que je l'ai attrapé, le pauvre robot. Je veux le programmer, en fait, il est dans mes bras. Voilà. Voilà. Et donc, on retrouve voilà, la même logique qu'on a dans un Scratch, dans un Blockly, des choses comme ça. Sauf que la façon de programmer, c'est pas on va chercher des blocs et on les dépose. C'est si je viens ici, voilà. Donc je l'ai mis en mode enregistre ce qui va se passer. Donc on est plus dans le monde de la robotique. Si vous avez déjà programmé les automates, maintenant il y en a beaucoup. On reproduit le geste de l'opérateur humain. Bah là c'est la même chose. Si je fais cette action-là, il va voir que je me suis déplacé. Donc si je l'exécute, il va y aller. Si je prends un outil et que je l'utilise, voilà. Et vous avez, voilà, on le voit en dessous. Voilà. Donc il traduit mes gestes dans des blocs qui sont déjà compréhensibles, c'est un environnement déjà contraint. Mais en attendant, d'abord il faut déjà quelques heures de jeu, je suis loin d'avoir terminé, mais ça permet d'avoir une approche de la logique et de structurer les choses. C'est-à-dire que vous faites à la main vous-même, ça devient vite pénible. Vous apprenez à construire des robots, vous programmez les robots. Ouais, mais c'est bien les robots, mais du coup, j'en ai plein, c'est le bazar. Vous structurez vos robots par équipe, vous avez des actions par équipe, et vous avez quand même une logique. Donc voilà, c'était pour le fun de vous montrer un jeu. Je ne vous montre pas Gréac, parce que là, avec le réseau, là, ça risque d'être vite compliqué. Donc vous voyez, vous avez quand même des petites contraintes. Vous avez vu, il clignote là-haut, parce que vous avez quand même des contraintes sur la machine que vous utilisez. Votre robot, il n'a pas une capacité infinie, donc vous avez des contraintes. Du coup, vous avez envie de faire évoluer votre robot. Donc il y a tout est prévu, bien sûr, évidemment. C'est une diablerie sans nom. Oui, perds tout et va-t'en d'ailleurs, va-t'en. Fais-toi, on s'en fout. Oui, il y a de la recherche. C'est important de cuisiner des éléments, des aliments sains pour vos personnages, parce que c'est comme ça qu'ils vous aiment, et comme ils vous aiment, vous récoltez des petits cœurs qui vous permettent de faire de la recherche pour aller plus loin dans la civilisation. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Et... oh, je pourrais laisser la musique, mais bon. Voilà.
Et je ne sais pas comment vous fonctionnez après au niveau de TADX, mais je fournirai les slides, je vous les partagerai. Là, je vous ai mis mes petits bonus. Mixtin, on a une page sur le site de Mixtin où on met les ressources qu'on utilise, donc vous allez trouver plein de références dessus. Je n'ai malheureusement pas le temps, mais penchez-vous sur le langage Linote, qui est un langage en français très intéressant à regarder, qui est super sympa. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Godot. Godot, c'est un outil open source extraordinaire. On peut faire des jeux extraordinaires avec des développeurs. Il y en a fréquenté le monde Twitch. Il y a plein de gens qui partagent là-dessus. C'est vraiment super sympa. C'est l'équivalent de Unity, cette bouse infâme payante close source et qui est faite pour vous traire comme une vache à lait. C'est enregistré ça. Hein. Et donc Godot, projet open source, ressources libres, il y a plein de choses. Je vous ai mis un des sites, c'est GDQuest. Il y a une partie gratuite, une partie payante. Où pour la peine, vous allez avoir une approche de l'apprentissage de tout le génie logiciel du développement d'un jeu. Même si Godot n'est pas un éditeur de texte où vous tapez tout votre jeu, vous avez du script, vous avez de la logique, vous avez à réfléchir à vos assets, vous avez à réfléchir à pourquoi il faut versionner, vous pouvez tester, vous avez donc c'est super sympa. Et le dernier, je vous en ai mis un qui s'appelle Genepi, c'est pareil, c'est autour de Python, mais c'est encore une étape après dans le type de projet que vous pouvez faire. Et parce qu'on a commencé plein écran, on finit plein écran. S'il reste des questions, on peut discuter après. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai déjà arrêté, parce qu'effectivement,